Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube à 12h00. On poste 10 histoires tous les jours, 10 histoires tous les jours sur YouTube. La page c'est DMG TV. Voilà. Donc, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de liker, de commenter et de partager. Laissez un like, ça ne coûte rien. Avant même de commencer à écouter la vidéo, laissez d'abord un like parce que plusieurs personnes oublient souvent de liker, pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils oublient. Donc pour ne pas oublier, maintenant que je parle même là, likez simplement la vidéo. Ok? Voilà. On va écouter 10 histoires. Les directs, c'est le mercredi et vendredi sur TikTok à 20h00. La page TikTok, c'est DMG TV. Voilà. On va commencer avec la première histoire. Surtout, laissez vos impressions en commentaire. Proposez-moi les titres dans les commentaires. Comme ça, ça va nous occuper aussi. Voilà. Première histoire. Oui, DMG, j'ai une autre histoire. Cette histoire-là, je l'ai vécue. C'est pas une histoire personnelle, mais je l'ai vécue quand même. Et ce qui m'avait touché cette histoire, c'est de voir la méchanceté des êtres humains, de voir comment l'être humain peut être méchant vis-à-vis des siens. Donc, je raconte mon histoire. Donc, ma cousine se faisait traiter chez un tradit praticien. Donc, quand je vais voir ma cousine là où elle se faisait soigner, la maman qui était la femme du traduit praticien, c'était elle qui faisait la voyance et le mari soignait. Elle, donc, ils se complétaient comme ça. Donc, quand j'arrive, elle m'interpelle. Donc, elle me dit, ben, toi, viens, tu es la sœur d'un tel. Je dis oui. Alors, c'est de ta faute si ta sœur se retrouve dans ces problèmes-là. Donc, je ne comprends pas trop bien. Elle m'explique qu'en fait, comme ça faisait un moment que je subissais des attaques dans ma vie et que j'étais juste, je partais toujours à l'église, je cherchais même pas à savoir ce qui se passait, je faisais des rêves, mais vraiment, je prêtais pas attention, à part quand j'avais fait une expérience où mon oncle qui était mort était venu me parler en live. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis chez cette femme-là. Donc, elle me raconte un peu, elle me raconte ma vie, elle me fait un scan, comme on dit. Et on finit de parler. Donc, elle me dit, mais ce qu'on va faire, on va aussi te traiter, mais différemment vu que tu es jumelle. Donc, on ne peut pas te traiter comme on traite ta soeur, non ma cousine. On va te traiter différemment. Donc, avant qu'on te traite, il faut vraiment qu'on fasse une autre cérémonie. On demande vraiment au génie si on peut t'atteindre. Donc, il fallait qu'on aille en forêt. On a fait tout le cérémonial, tout autour de ce truc-là. Et ma mère était obligée de venir parce qu'il fallait l'accord de ma mère. Donc, l'accord de ma mère. Et savoir l'arbre généalogique avant vraiment de me traiter. Donc, on a commencé le traitement. Et un matin, donc moi, je restais pas souvent là. C'était plutôt ma cousine qui restait qui dormait sur place. Moi, je venais le matin, je faisais mon traitement, j'allais travailler. Le soir, je revenais pour continuer. Donc, je faisais le matin très tôt, j'arrivais le soir. Donc, au troisième jour, au départ, quand j'étais arrivée, je faisais pas attention. Je venais très tôt le matin, les gens dormaient encore. Je faisais vite mon truc, mon bain. Après, je m'habillais, je me changeais, je repartais au boulot. Le soir, je finissais vite, je revenais, donc il faisait nuit noire. Donc donc un samedi là, je travaillais pas, donc j'étais venue un peu plus tard. Et je suis restée toute la journée avec ma cousine. Et c'est là que j'ai commencé à regarder réellement le temple, comment c'était fait et tout. Et c'est là que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de malades. Et particulièrement, une malade qui a attiré mon attention. Cette femme-là, quand je l'avais vue sortir, parce qu'elle était assise, elle était assise en train de prendre son bain, elle était
très clair de peau, une beauté, mais tellement belle, malgré la maladie. Et à ses côtés, je pensais que c'était sa petite sœur parce qu'elles se ressemblaient. La petite sœur était aussi belle et il y avait un jeune garçon qui était avec eux aussi. Et donc, la fille, en fait, c'était la mère, la fille et le beau-fils. Et c'est la mère qui était malade et la fille l'accompagnait. Elle était aux petits soins de sa mère, qui était comme une grande sœur pour elle. Tellement il y avait un écart, l'écart d'âge était très, très minime. Donc, c'est comme ça que quand cette femme-là finit de prendre son bain, elle passe devant moi. Moi, j'étais déjà dans le temple, assise, en train de... Je parlais avec ma soeur, ma cousine, on discutait. Elle est passée devant nous. Quand elle passe devant nous, mes cheveux se dressent, j'ai tout mon corps qui n'est pas bien. Et il y a dans une effluve, une effluve, c'est une bonne odeur, mais une odeur de mort qui la suit. Une odeur, mais pas possible. Elle sentait le pourri. Alors je regarde ma soeur, je lui dis, oh, Nana, il y a un gros problème là, cette femme-là, elle va mourir. Elle me dit, oh, toi là, tu n'es pas venu pour voir les choses des autres, toujours toi. Je dis, non, il faut voir, il faut parler avec la femme, la maman là, qui fait les soins là. Donc, la maman là, quand elle passe, elle me trouve en train de parler. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, bon, viens d'abord là, je vais voir quelque chose avec toi. Elle me dit, mais pourquoi tu n'as jamais pensé à te faire initier? Je dis, ouais, mais bon, je lui dis, je suis à l'église, je vais à l'église. Elle me dit, mais l'église n'empêche pas de connaître réellement qui tu es. Pense quand même à ça, parce que tu as beaucoup, beaucoup de choses en toi que tout le monde recherche, ce potentiel. Je ne peux pas te mentir que vraiment, si tu viens ici, tu vas vraiment attirer du monde. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de servir qui que ce soit. Moi, c'est Dieu, Jésus, c'est tout. Elle me dit, bon, ça n'engage que toi. Elle me dit, mais si tu peux vraiment t'impliquer par rapport à la guérison de ta soeur, ce serait déjà une bonne chose. J'ai dit, mais moi, je suis déjà impliquée du moment où je viens matin et soir. Elle me dit, c'est bien. Après, j'ai dit à maman, est-ce que je peux te poser la question? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais la malade à côté, la dame là, qui est là, qui ressemble à une dame d'affaires là, elle a quoi réellement? Elle dit, cette femme-là, elle est venue ici. Avec sa fille, celle que tu vois là, c'est sa fille. Et le jeune homme là, c'est son beau-fils. Ils sont venus ici l'amener là parce que elle est malade, elle est tombée malade, on ne sait pas ce qu'elle a. On a fait les soins, on a commencé les soins là, mais on n'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle a. Elle dit, maman, si cette femme-là ne part pas d'ici, elle va mourir. Elle dit, mais comment ça? Je dis, j'ai vu un truc là, mais je ne sais pas comment en parler. Elle me dit, tu peux me dire la vérité. Donc, je lui dis, mais cette femme-là, elle est dans les sectes. Je dis, comment ça? Je dis, elle est dans une secte, une secte, mais vraiment avec les hommes politiques. Elle est très, très haut. Elle me dit, moi, quand on lui a posé, on a demandé à sa fille et tout ça, là, sa fille nous a dit que c'était une femme d'affaires. Elle a des grandes maisons, des maisons en location, de grosses voitures et tout. Mais on ne nous a pas parlé de ça. C'est comme ça qu'elle a dit, écoute, à chaque fois que je vais interroger cette femme, j'ai du mal à voir réellement ce qu'elle fait. Moi, ça me dépasse un petit peu. Mais bon, comme mon mari l'a accepté, on a accepté qu'on est du même coin. On voulait l'aider. Et comme sa fille est venue vraiment pleurer chez nous, là, donc c'est pour cela qu'on fait les soins. J'ai dit, il faut lui demander ce qu'elle a fait. Elle me dit, bon, attends, on va d'abord appeler sa fille. On appelle sa fille. Dès que sa fille est rentrée, elle s'assoit devant nous. Moi, je suis assise à gauche de la praticienne, là, de la maman. La fille s'assoit devant nous. Et là, pouf, j'ai la vision. Je lui dis, tu n'as pas perdu quelque chose, un enfant. Je vois un petit garçon. La pauvre, elle se met à pleurer. Elle dit, il y a mon fils. Mon fils là qui est mort. Mais comment ça, mon fils est mort? Oh non.
Ma mère et moi, ma mère, comme j'allais à l'école, je vais encore à l'école, je suis encore élève. Donc, j'ai pris l'enfant, j'ai laissé chez ma mère. Mais mon petit copain et moi, on loue un petit studio que ma mère ne veut pas qu'on reste chez elle. Elle préfère qu'on nous loue un studio, mon copain et moi. Et comme quand je vais à l'école, l'enfant reste toute la semaine chez ma mère et le week-end, je vais chercher l'enfant. C'est comme ça que l'enfant est mort noyé à la plage. Ma mère a dit qu'elle est partie avec l'enfant à la plage, l'enfant s'est noyé. Elle dit que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas vu le corps de mon enfant. Comment ça? Donc moi, là, ma bouche, là, j'ai tenu ma langue ce jour-là. J'ai dit, si je dis les choses comme ça ne va pas le faire. C'est comme ça que quand elle est sortie, j'ai dit à la maman là que non. En fait, la femme là, elle a sacrifié son petit-fils. Et elle a, dans leur région là-bas, il y a un interdit, c'est qu'on n'a pas le droit de sacrifier ses petits-enfants. Elle a cet interdit-là. Donc, quand elle a donné son enfant en sacrifice, les autres, ils ont préparé l'enfant. On lui a demandé de manger. Elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas le droit, mais on l'a obligée à manger. Donc, quand elle a mangé, on voit un gros morceau de viande qui est bloqué au niveau de la gorge, d'où elle n'arrive pas à parler. Mais si elle arrive à au moins pas écrire, confesser ce qu'elle a fait, elle sera délivrée. La maman, sans chercher à comprendre, elle a dit non, là, ça c'est trop fort. Elle est allée chercher, son mari était parti chercher les plantes en brosse. Elle a dit on attend quand il va arriver. Donc quand le mari est arrivé, elle a tout raconté. Le monsieur a dit pardon, comment il faut faire là, cette affaire-là, ça nous dépasse. Donc, c'est là que je lui ai suggéré qu'ils prennent la femme, l'amener à Saint-Michel, dans une église, aller voir un prêtre pour qu'elle puisse confesser. Parce que là, il fallait faire quelque chose. Donc, quand elle est partie là-bas, ce qu'elle a dit là-bas, on ne sait pas. La fille l'a ramenée encore. Quand la fille ramène, la maman, on décide de lui faire... le couple tradipraticien décide de lui faire une mixture pour qu'elle puisse vomir parce qu'il fallait qu'elle vomisse son morceau là. Mais comme c'était spirituel, là il fallait se battre. Mais le pauvre couple s'est retrouvé devant toute une armée démoniaque. Et la dame ne voulait pas parler. Mais après là, elle a commencé à pourrir. C'est qu'elle marche comme ça là. Tu vois seulement comment l'eau coule d'elle. On dirait un robinet. Sans commencer à... Au départ, il y avait comment qu'elle sentait cette odeur. Mais au fur et à mesure du temps, elle sentait ça. C'est comme ça que son beau-fils est venu me voir. Il dit que je sais que tu vois. Je sais que tu vois. Dis-moi la vérité. Ma belle-mère ne va pas mourir comme ça. Oh, ils ont tout fait. Ils l'ont mis sur un truc là qui est radical. Chez les tradipraticiens, c'est de mettre quelqu'un sur une espèce de lit surmonté, mettre le feu en dessous et la personne, normalement, on tape dessus, on fait des vapeurs de fumée, on brûle les plantes au-dessus. Ils ont tout fait, tout fait. La dame, rien. C'est comme ça qu'ils ont récupéré. Ils ont dit non, tu ne vas pas venir mourir ici. Ils ont pris la femme, ils sont allés laisser à l'église. Et c'est là-bas à l'église qu'elle est décédée. Même avant ça, la fille était venue quand même demander. Elle avait été mise au courant que c'est sa mère qui avait tué son petit garçon. Elle avait livré, qu'elle avait livré son petit-fils dans leur science occulte. Et du coup, la petite, malgré tout, s'est occupée de sa mère jusqu'à ce que sa mère décède. Et peu de temps après, son gars est venu se faire initier aussi. Et c'est pendant l'initiation qu'il a réellement tout vu. Parce que lui, il a dit, moi, mon fils est mort comme ça. Il faut que j'aille voir comment mon fils est mort. Donc, pendant l'initiation du bouddhisme, c'est comme ça qu'il a su comment son fils était décédé et ce qui s'était passé. Voilà, pour dire que des fois, la mort ne vient pas de loin. C'est entre nos jambes là. Une mère qui sacrifie son petit-fils. C'est vraiment grave. Et cette fille-là m'a toujours
Elle m'a toujours, cette fille, elle m'a toujours touchée parce elle a été digne jusqu'au bout. Elle s'est occupée de sa mère. Jamais elle a fait de reproches. Malgré le fait que son copain était dans une colère pas possible, mais elle a été, mais on peut pas, comment on peut même qualifier une personne comme ça? Elle a accompagné sa mère est décédée. Regardez comment cette femme est décédée en train de pourrir, mais elle a laissé les voitures, elle a laissé les maisons. Donc tout ce que les gens font sur cette terre-là, tuer les autres pour pouvoir avoir des richesses. Richesse, ce n'est que vanité. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour cette histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Deuxième histoire, écoutez s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous par la grâce de Dieu. Bonjour chers abonnés de DMG. J'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire m'est arrivée il y a pratiquement de cela une journée quoi. J'aimerais vous dire, j'étais déjà allongée dans ma chambre aux environs de 9 heures. Puisque la veillée de là, je ne trouvais pas le sommeil et tout ça. Bon, vers 9 heures, je commençais à me sentir fatiguée, le corps pesait et tout. Comme je suis en congé, je suis allée m'allonger dans ma chambre. Et quand j'étais couchée dans ma chambre, je manipulais mon téléphone. J'ai même reçu quelques coups de fil. Et là, à ma grande surprise, je garde mon téléphone. En bas de mon thé doré, je m'allonge. Un petit sommeil léger veut me prendre. Là, j'ouvre les yeux légèrement, je vois deux petits enfants placés au bout de mon lit. Et quand je veux me lever pour bien les regarder, je n'arrive pas. Je veux me tourner, je n'arrive pas à me tourner. À ma grande surprise, je vois un autre truc placé. Je ne sais pas trop quoi c'est, ça avait la forme d'un bois, mais ce n'est pas un bois, comme un bois qu'on a taillé en forme humaine, quoi. Et c'était là placé avec des coris en bois en main, a fait des incantations. Je ne comprenais pas ma tête. Et je veux me lever pour lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Je n'arrivais pas, j'étais toute fatiguée. C'est comme si on m'épuisait mon énergie. J'avais une douleur atroce au niveau du dos. Et là, du coup, je crie, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Aucune réaction. Je suis là allongée, toute fatiguée, le corps fait mal, je n'arrive pas à bouger et je ne dors pas. Mon corps me pèse, mon corps est tellement lourd que je n'arrive pas à me lever, quoi. Là, je crie maintenant, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je réussis à m'arracher du lit. Je sors en courant et quand je sors, je n'arrive pas à bien marcher. Je tire mon pied, je tire. Comme ma maison est en bordure de route, j'ouvre la porte centrale, je sors en vitesse. Là, je vois, à ma grande surprise, toutes mes voisines que je les passe souvent des bonjours et tout ça, habillées tout en noir, ils sortaient de chez moi. Il y a une maison à côté de chez moi, quoi. On est dans le même bâtiment. Ils sortaient de l'autre maison, ils sont sortis, ils sont allés entrer dans la maison d'en face. Et la maison d'en face, c'est une petite société. Et déjà, je vis à Yaoundé, je suis camerounaise nordiste. Ça fait de cela 2 ans que je suis venue habiter dans cette maison. Et je vis toujours des trucs étranges, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et comme je vous parle là, je suis assise dans mon salon et je parle parce que je crois à mon Seigneur Jésus-Christ. Aucune force du mal ne viendra me toucher. Et de là, déjà, je sors, je me place, je les vois, je freine. Il y a une que je passe même mon temps à blaguer tout le temps avec elle, je lui vois aussi parmi ces groupes de femmes. Je fais demi-tour, je reviens dans ma chambre. J'entre dans la chambre, je me place, je ressors, je me place au salon, j'appelle une de mes copines, je l'explique, elle me dit, est-ce que tu as prié? Je dis pas encore, elle me dit, mets-toi en genoux, tu pries. Je me suis mis en genoux, je me suis mis à prier. Et déjà, quand j'ai fini ma prière, et c'est même pas que ça, avant ça déjà, de temps en temps, quand j'aille me coucher, je ressens la main de quelqu'un qui passe sur mes pieds jusqu'à ça s'arrête au niveau de mes genoux. Parfois, ça monte jusqu'à ma cuisse, ça s'arrête nettement. Tout mon pyjama s'arrête puisque je dors avec un pyjama, une culotte quoi. Déjà, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas.
Et depuis que je suis dans cette maison, je vis tellement de trucs mystérieux que moi, je n'ai jamais trouvé la réponse et ce qui ne va pas. Donc, je comprends rien. Je suis arrivée ici, ça fait des années que je vis ensemble avec mon petit frère. Il a fréquenté avec moi et tout. Nous sommes arrivés ici, nous sommes comme deux jumeaux, quoi. Les gens disent même que nous sommes des jumeaux, on était tellement liés. Mais un temps, ça arrivait à un point que moi et mon frère, déjà, on ne s'adresse plus la parole. Il n'entre plus presque dans le salon, comme sa maison à l'extérieur, il reste dans sa maison. Donc, il ne me gère plus, on ne se parle plus. Il a pris ses distances. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas dans cette maison. La maison est tellement grande, un appartement de 3 chambres, salon, plus un studio à l'extérieur que je paye à 75 000. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas. Je suis tellement confuse que je me pose des questions nuit et jour. J'évite tellement de trucs mystérieux ici. Si je me mets à raconter, ça ne pourrait même pas finir. Tellement que je me suis posé des questions, je ne trouve pas la réponse. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, essayez de trouver une solution pour moi et priez aussi pour moi pour que je puisse trouver une autre maison et une bonne maison cette fois-ci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, merci pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. Et c'est ça, on va passer à la troisième histoire. Salut DMG, moi c'est Emma. Je suis gabonaise et j'ai une histoire à raconter. En fait, l'histoire concerne ma soeur, je vais l'appeler Cathy, et son ex-fiancé que je vais appeler Richie. En fait, ma soeur, elle a rencontré un gars et tout. Elle avait d'abord son gars depuis le lycée qui a pris soin de son fils parce qu'elle a eu un fils avec un autre. Ensuite, ils ont eu leurs problèmes. Puis elle a fait la rencontre de ce gars. Le problème, c'est que le gars était moins âgé qu'elle et que elle... Mais elle aimait quand même le gars. Mais le gars était moins âgé qu'elle et que ça posait problème. Et le gars aussi n'avait pas assez de moyens pour le mettre à l'aise parce que c'était une femme qui aimait vraiment qui avait les goûts de luxe. Mais le gars l'aimait vraiment. Il a fait des années avec qui ils étaient en relation ensemble et tout. Même pendant qu'elle a rencontré son gars Richie en question, elle était toujours en relation avec le gars. C'est comme ça qu'un jour, elle m'avait demandé que, est-ce que tu peux me dire entre Richie et... Oh bon, l'autre, on va l'appeler Lucas. Entre Richie et Lucas, qui préfères-tu? Selon moi, je dis je préfère Lucas parce que Lucas a fait des années avec toi et il t'a prouvé qu'il t'aimait malgré toutes ces années, malgré le fait qu'il savait que tu avais d'autres relations. Il était là. Il a tout fait pour ton fils. Son fils, on va l'appeler... Son fils, on va l'appeler comment? On va l'appeler Maël. Son fils, on va l'appeler Maël. Donc, c'est comme ça que comme ça, elle a préféré abandonner Lucas pour garder Richie. Richie, c'était un gars qui avait aussi les goûts de luxe comme lui, qui se comportait aussi un peu comme un blanc, mais qui n'était pas un blanc. Il aimait jouer, il avait trop l'orgueil et tout et tout. Mais le problème, c'est quoi? Le problème va se poser à propos de Richie. Richie est dans les pratiques bizarres. Au début, ma soeur se disait qu'il était juste initié. Même là, quand tu es initié, tu es déjà dans les choses mystiques qui ne sont pas en accord avec ce que la Bible dit, qui n'est pas en accord avec Dieu. Donc, malgré ça, la bonne dame, elle a préféré le gars elle a préféré Richie parce que Richie avait les dos. Donc, c'est comme ça que la première fois, elle avait remarqué des choses bizarres. Richie ne dormait jamais. Il ne dormait jamais dans la même chambre qu'elle. Lui dormait au salon, elle dormait dans la chambre. Un jour, elle a remarqué ça, elle a dit, mais pourquoi tu ne dors jamais avec moi sur le lit? Toi, la seule fois où tu es dans la chambre avec moi sur le lit, c'est quand on fait des rapports. Mais pourquoi tu ne viens pas dormir avec moi? C'est comme ça qu'il dit à
à ma soeur que non. À ma soeur Katia que non. Moi, ma femme m'interdit de dormir avec toi. C'est comme ça qu'il dit, mais ta femme, c'est qui? Et la go qui lui avait initié dans ces choses-là, c'était son ex. Et il était toujours en relation avec son ex. Donc, je ne sais pas si sa femme dans le monde spirituel, c'est son ex ou quoi. Mais c'est un peu ça. C'est comme ça que il disait, oh non, je peux pas, c'est elle qui me donne l'argent et tout et tout. Ah, ma soeur, au lieu des tickets que... ma soeur, au lieu des tickets que... Oh, voilà, il est bizarre, vaut mieux j'enlève mon corps dans les débuts. Elle est restée là. Le gars, quand elle est même partie en Turquie, elle faisait ses voyages. Le gars l'a trompé à beau lui dire, l'avertir même. Ma mère et moi, on était que fatigués. C'est comme ça que ça a empiré comment quand on a encore déménagé pour aller maintenant dans un quartier un peu... Voilà quoi. C'est comme ça que la go, c'est là où elle voit les choses. Elle savait. En fait, le problème, c'est qu'elle savait qu'il était dans les choses louches. Mais c'est elle qui insistait encore dans les choses. Jusqu'à ce qu'un jour, quand il faisait les pioukou, les tchouk-tchouk, les choses des grands là, comme ça que il disait à la go que quand tu couches avec moi, quand on couche ensemble, je mets une mauvaise semence en toi. Et elle n'a jamais attrapé de grossesse de lui. C'est que quand elle tombe enceinte, elle va lui dire, elle fait une fausse couche. Elle faisait que des fausses couches. Son fils là, il a 16 ans bientôt. Il est déjà grand. Elle n'a pas fait. Et elle, on lui avait déjà dit, quitte le gars là parce que le gars là n'est pas dans les choses. Son maître qui l'a initié dans les choses venait même l'attaquer dans la nuit. Parce qu'elle avait déjà commencé à beaucoup prier. C'est dans les prières. Et son gars, Richie. Et le maître. Son maître qui est dans les choses, des machins là. Des miennes bizarres là. Il était là. Les miennes, ce sont les gens... En fait, c'est une longue histoire. Ils sont dans les pratiques. Aussi, les grands féticheurs. Ils sont dans les choses vraiment mystiques. Donc, c'est comme ça que... Elle voyait le cercueil. Elle voyait comment même le frère de Richie venait coucher mystiquement avec la fille de son frère, de son fiancé, qui est Richie. Richie avait déjà 3 gosses avant de rencontrer Katia, ma soeur. C'est comme ça que elle ne faisait que voir, vu qu'elle a la tête ouverte. Donc, c'est qu'elle voit facilement dans les choses mystiques. Là, elle était déjà plongée. Mais chose pire encore, c'est qu'un jour, elle est partie faire un travail spirituel chez un prophète là, qui l'a dragué aussi. Le prophète là, l'avait dit que non, quand tu fais le travail là, machin, tu dois être seule, personne ne doit venir te déranger et tout. C'est pour ça que quand elle a fait le travail là, elle avait encore aussi un autre dragueur qui voulait bien du sérieux. Mais comme Richie aussi savait ça dans le monde mystique, c'est comme ça que il a fait en sorte que le travail qu'elle devait faire avec le prophète là, ça a gâté. Et comme le prophète là aussi, c'était quand même pas quelqu'un de très sérieux, il était un peu louche parce qu'il voulait aussi sortir avec ma grande soeur. Donc c'est comme ça que et le prophète et Richie, ils ont déclenché la folie. Ma soeur ne pouvait plus rester tranquille. Elle faisait déjà les choses comme une folle. Mais en même temps, elle te voyait parce que normalement, les fous, ce sont des gens qui sont habités par des esprits. Et eux, ils voient. Les fous voient. Les fous voient. Quand vous les voyez parler là, ils ne sont pas seuls. Il y a des gens qui parlent avec eux, qui leur demandent de faire ci, faire ça. Donc, c'est comme ça qu'elle a commencé à être folle. Mais pas folle dans le sens où elle allait se déshabiller, non. Folle, je ne sais même pas comment expliquer, elle a eu un début de folie. Mais au lieu de voir Richie qui l'ensorcelait, et voir aussi le prophète qui lui a fait les choses là, elle voyait le gars qui voulait du sérieux avec elle. Il avait même déjà quitté sa femme parce que sa femme aussi couchait avec un pasteur. Oh, Seigneur. Je vous dis que l'histoire là, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est comme ça que ma soeur
on voulait, quand on l'a délivrée à l'église où je prie. Après la délivrance, on lui a dit qu'elle ne doit pas beaucoup parler parce qu'elle, c'est quelqu'un qui parle trop sa vie privée au champ. Elle parle de sa vie privée, même à son ex qui est nigérien. Parce qu'elle a aussi un ex qui est nigérien, là, à qui elle parlait de tous ses problèmes de couple. Et comme lui aussi voulait revenir avec elle, il a sûrement aussi fait les choses parce qu'il demandait aussi de venir dans son église et tout et tout et tout. Donc, quand on l'a réparée là, elle avait la bonne idée elle ne voulait plus être avec Richie parce que, excusez-moi, parce qu'elle avait découvert que c'est Richie qui faisait ça, mais elle a découvert ça trop tard parce qu'elle a même humilié le gars qui était sérieux avec elle. Jusqu'à dire que c'est lui qui était sorti, or que c'est Richie qui s'est caché derrière ça, il prenait les visages des gens. Maintenant, après ça, au lieu de se calmer ou bien de quitter, elle est repartie avec le gars. En repartant avec le gars, elle fréquentait l'église où on l'a délivrée, elle est restée maintenant là-bas. C'est comme ça que, c'est comme ça que la bonne dame, elle retourne encore avec le gars, tandis qu'elle sait. Elle est retournée en se disant que non, si elle prie, elle évangélise, il va changer. Non. Le gars, un jour, on est en train de prier au salon. Il sort, il se met en calcif, il nous regarde prier. Un autre jour, il vient en rêve, genre me menacer. Je l'avais dit, ce n'est pas ce que tu fais avec moi là, ce n'est pas ce que tu fais avec ma soeur. Je l'avais menacé dans le rêve. Il était parti. Un jour, il allait se plaindre. Ta soeur me dérange dans les prières. C'est ça, ta soeur me dérange avec mes prières. Je vous ai dit qu'arrêtez de prier ici. Moi, je n'aime pas l'église. Nanani, nanana. Voilà. Moi, je sais que je veux partir en enfer. Arrêtez ça. Lago, elle avait repris. Elle ne faisait qu'insister. Moi, je faisais que lui que laisse Richie, laisse Richie, laisse Richie. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas laisser Richie. Donc, c'est comme ça que le gars, il avait d'abord offert un foulard. Mais en fait, c'est même pas lui qui avait offert un foulard, c'était une femme qui avait offert le foulard. Une des collègues de Richie qui connaissait bien Cathy, qui avait offert le foulard qui avait offert le foulard à Cathy en question, qui est ma soeur. Maintenant, au lieu de donner le foulard le même jour, Richie a donné le foulard une semaine après. Donc, une semaine là, il est en train de féticher sur ça pour qu'elle ne puisse plus voir, qu'elle ne prie plus bien et tout. Mais Dieu merci, à chaque fois qu'il lui donnait un cadeau, elle allait mener à l'église avec. On lui disait, il avait incanté dessus. Même les parfums, il faisait tout pour la nuit, mais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont même allés jusqu'au fiançailles, parce que l'étape là, ils n'étaient pas fiancés, ils sont même allés jusqu'au fiançailles. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a dit niet, parce qu'il avait abusé. Il venait maintenant genre avec son maître là pour mettre les cercueils, pour la combattre nuit et jour. Là où je vous parle là, ma soeur, elle avait maigri. Il avait fait en sorte que toutes les finances soient bloquées, que l'argent, les millions qu'elle devait avoir, parce qu'elle faisait des prêts par intérêt et puis elle fait le commerce en ligne. Tout ne marchait plus jusqu'à ce qu'elle s'est séparée de lui. Là, ça va. Et Dieu merci, avec les prières, c'est un peu ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est juste pour dire que même si tu es amoureuse, il y a des signes qui ne trompent pas. Vaut mieux sauver ça pendant le départ au lieu de vouloir s'embourber dans les situations qu'on ne pourra pas supporter après. Si l'église là était une fausse église, on devait même récupérer son étoile. Parce que son étoile là, vraiment, je sais pas. Beaucoup de gens veulent travailler avec. Jusqu'à même un homme qui était mystique, un ganga, qui disait oh non, on peut t'initier comme ça, tu peux aussi faire des choses d'un ganga et tout. Elle a dit non. Donc c'est juste un peu ça, quoi, qu'il ne faut pas faire confiance aux gens. Vraiment, le monde là, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. En tout cas, je vais encore raconter notre histoire plus tard. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la 4e histoire. Merci beaucoup. 4e histoire. Bonsoir DMG. Je suis ivoirienne, je m'appelle Fanta. Je vois tout ce que vous faites. Je suis beaucoup les émissions. Donc, là, je vous appelle. C'est pour vous dire vraiment que j'ai une histoire à vous raconter. Une histoire vraie que moi-même j'ai vécue.
Une histoire vraie que j'ai vécue en novembre 2022, là. En novembre qui vient de passer, là. Je suis ivoirienne, je vis en France. Et je suis partie en vacances en Côte d'Ivoire. Chaque année, quand je vais en vacances en Côte d'Ivoire, je vais sur la tombe de ma mère. Pour les Ivoiriens qui vont écouter l'histoire, à Abidjan, on a un cimetière qu'on appelle Williamsville. Williamsville, il y a deux côtés, il y a à côté des musulmans et à côté des chrétiens. Là-bas, j'ai deux parents qui sont inhumés là-bas. Ma mère est là-bas et j'ai une de mes grandes soeurs qui est là-bas. Donc, à chaque fois quand je vais au pays, je vais là-bas, je vais m'incliner sur les tombes. En tout cas, c'est des moments difficiles. Vous-même, vous savez que quand on le fait là, c'est pas facile la journée. Donc, le jour-là, on s'en va. J'étais avec ma soeur et un de mes neveux. On a donné le nom de mon père. Et je ne vais pas dire son nom ici. Il nous a accompagnés. On arrive au cimetière d'abord. Chose bizarre d'abord, on arrive au cimetière. On voit les petits enfants comme ça. Enfin, comme les gens habitent à côté du cimetière, on voit les petits enfants comme ça, avec la hache, les petits machettes. Il y a des, mais ils font quoi ici? On dit non, ce sont des enfants qui se promènent sur les tombes pour enlever les petits herbes. Donc, quand vous les voyez comme ça, vous leur donnez un peu de pièces, tout ça. Ok, on leur a donné les pièces et on a continué. On allait sur la tombe de ma maman, ça s'est bien passé tout et tout. Maintenant, quand on finit, il faut aller de l'autre côté. Avant d'aller de l'autre côté, on aperçoit un gars bizarre. Et le gars, il arrive avec une force comme ça. Moi, j'étais au milieu, mon neveu est derrière et ma soeur, elle est devant. Un coup, moi, j'avais la tête baissée. Un coup, je soulève la tête, je vois le gars qui fonce. Et ma grande soeur dit, mon enfant, attention, attention. Le gars, il vient, il passe à côté de moi. Voum! Il dit, hey, ça c'est quoi ça? Dans le cimetière comme ça c'est quoi ça? On dirait un fou. Il n'avait pas de chaussures même aux pieds, mais on dirait un fou. Ok, on avance. On finit maintenant pour ma mère, on avance maintenant du côté de ma grande soeur, celle qui est chrétienne là. Oh papa, vraiment, on a vu trop de... J'ai vu la tombe des gens que je connaissais, des hommes politiciens, des jeunes que je connaissais, tout et tout. Vraiment, on a pleuré ce jour-là. La journée n'était pas facile. Sincèrement, c'était pas facile. Et on finit, on va chez ma grande soeur, on finit encore là-bas. Et un coup, on voit la voiture de police, dans ce métier là. Et chose bizarre, on voit la voiture de police et en même temps, on voit, ils avaient ramené un 4x4 là, qu'on met souvent les gens dedans, quand on la tape les gens en ville là. On voit dedans un gars qui est assis, qu'on a frappé, il est blessé comme ça, partout, il est blessé sur son corps. J'ai dit, aïe, ça c'est quoi ça? D'abord, policier dans le cimetière, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Il dit à ma grande soeur, ça fait bizarre, hein? Il dit, ça là, je vais demander au gars là, c'est quoi ça? On avance, je demande au policier, le policier me répond que madame, vous savez ce qu'ils font maintenant? Abidjan ici, ce qu'ils font maintenant, ou parce que vous ne pouvez pas imaginer, et que les gars là, ils volent en ville, et c'est maintenant dans les cimetières là, qu'ils viennent cacher maintenant les butins. J'ai dit, wonderful, comme dit les Camerounais, mais c'est quoi ça? Oui, les gens n'ont plus maintenant pitié. Les gens sont dans la dernière demeure là, c'est là maintenant qu'ils volent maintenant en ville pour venir cacher les butins même dans les cimetières. Donc le gars, apparemment, il avait volé en ville et il est venu cacher. Donc ils l'ont frappé pour qu'ils disent aux gens où il a caché son butin. Dans ce cimetière là. C'est là qu'il vient. J'étais tellement sur le choc. On était tellement sur le choc. Déjà avec les parents, on a pleuré toute la journée. Et on vient tomber encore sur un cas comme ça. Dans le cimetière, encore cimetière. C'est là maintenant, ils volent en ville pour aller cacher les butins là-bas. Si ma grand-soeur est en train d'écouter l'histoire, là, je vais avec cette histoire-là, je vais raconter ça. En tout cas, on a passé une mauvaise journée ce jour-là. Très mauvaise journée, sur le choc en plus. Donc vraiment, DMG, voilà l'histoire que je voulais raconter. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vais jamais oublier cette histoire-là, ce qui s'est passé ce jour-là. Donc voilà un peu mon histoire. J'ai d'autres histoires à raconter, mais prochainement, je vais raconter. En tout cas, voilà. Merci encore, merci. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Écoutez, s'il vous plaît. Likez, commentez. Bonjour DMG. Je voudrais juste apporter ma petite contribution à la jeune femme
qui a raconté l'histoire du serpent qu'elle a dans le ventre. Tout d'abord, je voudrais lui dire que le suicide n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que, comme elle a si bien souligné, c'est de la sorcellerie familiale et ça c'est vrai. Et c'est un envoûtement. L'envoûtement, il se soigne. L'envoûtement, il se soigne et la solution, ce n'est pas d'écouter Kanguka. La solution, c'est qu'elle cherche au fond d'elle. Toute personne qui aspire à croire en Dieu, qui a la foi, peut trouver en elle la guérison. Alors, parce que je ne voulais pas être longue, je voulais partir juste dans les faits, mais je ne peux pas. Il faut d'abord que je vous dise pourquoi je sais que son histoire est vraie et que ce phénomène-là existe malheureusement dans nos familles africaines. Je suis camerounaise, je vis à Douala. Bien évidemment, tu as compris pourquoi est-ce que j'ai hésité sur Douala. J'ai hésité sur Douala, mais bon, on va prendre ça comme ça. Je parle doucement parce que habituellement je parle pas comme ça. J'essaye juste de temporiser mon accent pour que les gens ne mettent pas un visage sur ma voix, parce que beaucoup de gens connaissent ma voix parce que j'ai fait radio et télé. Donc du coup, cette jeune fille-là, c'est pas le suicide qui va l'aider, ce n'est pas Kanguka qui va l'aider, c'est l'esprit en elle. Il faut qu'elle cherche Dieu à l'intérieur d'elle. Alors, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai habité seule en classe de 3e, j'étais seule, j'ai eu l'émancipation précoce. Donc, du coup, un après-midi, j'étais rentrée des cours, j'étais couchée. Habituellement, je ne dors pas sur le dos. Mais elle a parlé qu'elle était couchée sur le ventre et tout. J'ai pensé parce que j'étais couchée dans la même position. Et je me suis rappelée. Et là, je dis, voilà, il faut que je dise quelque chose. J'étais couchée sur le dos et j'ai vu un serpent. C'est la première fois de toute ma vie que je vais raconter cette histoire à quelqu'un, même à ma famille, même à ma mère. Ma mère est morte. Je ne lui ai jamais raconté ça. Un serpent est entré sous la porte et il est monté jusque sur mon lit et c'est différent. Lui, c'est devenu 2 serpents. Donc un est entré dans mon pied gauche, l'autre dans le pied droit. Donc il est entré tout le long de mon corps. Je dis bien tout le long de mon corps. J'ai bien évidemment senti quelque chose. Et comme dans son cas aussi, j'étais mi-éveillée, mi-endormie. Donc, moi je me lève, j'étais tête en l'air. Ça ne m'a pas dérangée, mais j'avais remarqué que j'avais des comportements un peu bizarres. Mais avant ma naissance, il y a eu des réunions de sorcellerie parce que ma mère m'a donné le nom de sa grande sœur qui était réputée grande sorcière du village. Et elle a dit pendant cette réunion, je te parle là d'une réunion qui s'est passée avant ma naissance, où ma tante a dit elle ne voudrait pas que je porte son nom parce que la lumière et l'obscurité ne vont pas ensemble. Et leur papa, qui était mon grand-père, leur a demandé à toutes les deux, parce qu'il leur a demandé, il y avait toute la famille, pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que ta nièce porte ton nom? Elle leur a dit, cet enfant va provoquer ma chute. Moi, je suis l'obscurité, elle est la lumière. Donc, je ne veux pas qu'elle porte mon nom. Et à partir de ce jour-là, j'ai été la cible de tous les sorciers de mon village. Mais vraiment tous les sorciers de mon village. Donc, tout de suite, le serpent en moi a
réveillé des choses, où j'ai commencé à avoir des visions, où je me bagarrais toutes les nuits avec des serpents. À un moment, parce que moi j'ai cette essence-là, les voyages astrales, je les ai faits de façon consciente, des, comment on appelle ça, des guérisons, je les ai faites, des prières quand je commence à jeûner, parce que moi je ne fais que les jeûnes Esther, et puis les gens ont pour dada l'alcool, le sexe, moi c'est le jeûne Esther. Donc je me suis mise à jeûner, à prier fort, et là j'ai vraiment vu ma tante en question qui me disait, j'avais dit à ta mère de ne pas te donner mon nom, et comme elle s'est entêtée, tu n'auras jamais de paix. Alors j'ai vécu comme ça avec ce serpent. Une année, je suis allée, enfin j'ai fait un rêve où je bagarrais encore une énième fois avec des esprits maléfiques. Et il y a un qui m'a propulsé vers le plafond. J'ai frappé le côté droit contre le plafond et je suis retombée sur le lit. Au matin, quand je me réveille, je n'arrive plus à bouger. Je n'arrive plus à bouger. Vraiment, ça ne va pas. On va même m'emmener chez un prêtre exorciste qui va faire un exorcisme sur moi. Mais je vais dire à mon frère, non, je ne peux pas, je ne veux pas parce que j'ai très mal. Parce que quand je bougeais le côté droit, je sentais vraiment comme si j'avais des côtes cassées. Et je suis droitière, donc j'ai commencé à apprendre à écrire à la main gauche et tout. Il m'a donc emmené à l'hôpital. On a interrompu la séance d'exorcisme. Il m'a emmené à l'hôpital et là-bas, on m'a fait quelques injections. Je suis rentrée à la maison. Ça allait mieux. Mais pendant que j'avais ces souffrances-là, il y a une voisine qui m'a dit, parle à ma grande sœur parce que elle s'y connaît un peu dans le spirituel. Et là, je suis allée parler à sa sœur qui me dit, mais tu as l'Esprit Saint en toi. Ça, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, si j'ai l'esprit que tu as, je ne vais pas m'en faire des sorciers. Je n'aurai même pas peur des sorciers parce que je peux, l'Esprit Saint peut tout. Moi, je n'ai pas pris ça en considération. Elle m'a dit, enfin, moi, je n'ai pas cru. Les années sont passées parce que j'essaie de sauter parce que là, on ne parle pas de moi, on parle de la fille qui a raconté son histoire. Les années sont passées où j'ai mené ma vie comme ça. Est-ce que ce serpent en moi m'a dérangé de façon physique? Non. Mais spirituellement, j'étais atteinte parce que mon esprit est très très fort. J'étais atteinte parce que j'avais beaucoup de faiblesses, je voyais des choses, mais je ne pouvais plus aider les gens comme je le faisais avant. Donc du coup, la dame en question, donc la grande sœur de ma voisine qui est venue me dire, voilà, ma sœur peut t'aider, m'a dit, personne ne pourra t'aider, il n'y a que toi-même qui peux te sortir de là. Parce que tu as un serpent dans le ventre, c'est l'envoûtement. Et si tu ne te débarrasses pas de ça, tu ne pourras rien faire de ta vie. Alors, je me suis mise au jeûne, Esther. Au tout début, je ne priais pas. Je jeûnais tout simplement. Je jeûnais pour rien. C'est-à-dire, j'ai fait 3 mois de jeûne. Ça veut dire que je commençais mon jeûne le lundi matin à 0 heure. Je le cassais mercredi à 18 heures. Ça veut dire qu'entre la nuit de dimanche et lundi, donc à minuit, je commençais mon jeûne que j'allais casser le mercredi à 18 heures. J'avais pris un peu de poids à ce moment-là, j'avais 75 kg. J'ai perdu, en 3 mois, j'ai perdu pratiquement 20 kg. Mais 20 kg, comme ça. J'étais comme une planche. Donc, le jeûne et la prière ont fait que j'ai développé, j'ai encore renforcé l'esprit spirituel en moi. Et ce serpent-là a dû d'abord s'endormir. Je vais juste m'arrêter là. A dû d'abord s'endormir parce qu'après, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, mais énormes. Et comme pour dire à cette jeune dame qui est au bout en ce moment, si elle peut être rassurée, qu'elle sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle sache que je suis aussi un témoin vivant d'un envoûtement par le serpent
Et aujourd'hui, est-ce que j'ai encore ça? Non, il n'existe plus. De par mon acharnement, de par la spiritualité, de par la prière, je ne suis allée chez personne parce que il y a quelqu'un qui a essayé de m'enlever ça et qui est décédé. La tante dont j'ai fait allusion tantôt est décédée il y a un mois et demi. Je ne suis pas partie à son enterrement, j'ai juste envoyé de l'argent. Et voilà, on a fait le deuil, je ne l'ai pas vue. Ça faisait des années, je ne l'avais pas vue et je ne l'ai pas vue non plus quand elle est partie pour le repos éternel. Donc, s'il vous plaît, dites à cette fille-là que elle n'est pas seule et qu'il n'y a qu'elle seule qui puisse sortir de là. Et comme on dit, si sa maman est encore en vie, il faut qu'elle parle avec sa mère. Il faut que sa maman lui raconte l'histoire de sa naissance. Il y a quelqu'un dans la famille, quelqu'un de proche qui en sait beaucoup trop, qui a fait ça. Parce que je connais l'impact que cette histoire-là peut avoir dans la vie. Ça te gâche la vie, ça te ruine la vie. Tu ne peux rien faire. C'est mari de nuit à répétition. Ça te suit au fil des ans. Le mariage, tu ne peux pas avoir. Enfanter même, c'est quasi impossible. Donc, vraiment, à cette jeune femme, je ne vais pas être longue parce que c'était juste pour elle que je monte aujourd'hui à raconter cette histoire, à poser aussi mon empreinte dans tes nombreuses histoires. Donc, voilà, ma petite contribution. C'est vrai que je peux m'étaler encore plus, mais si elle veut, tu vas lui passer mon numéro de téléphone et comme ça, je vais pouvoir l'aider. Je ne sais pas comment, mais comme on dit, l'Esprit de Dieu, il est omniprésent, omniscient, il est partout. Ça veut dire que même si elle est à Libreville et que quelqu'un est à l'autre bout du monde, la personne peut l'aider. Donc, qu'elle soit courageuse, mais alors très courageuse. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fatalité. Elle n'a pas cherché à avoir ce qu'elle a eu. C'est comme une maladie, c'est une maladie comme une autre. Moi, je considère ça comme ça. Donc, qu'elle ait foi en Dieu, surtout que le suicide est interdit. Si elle prie comme elle l'a mentionné, il lui est interdit de choisir de quelle façon est-ce qu'elle va quitter la terre, quel est Dieu se charger de sa naissance comme il l'a fait et de sa mort aussi. Alors voilà, je vais te souhaiter une bonne journée en souhaitant aussi une bonne journée à toute la famille DMG. Je vais te dire, mais vraiment, félicitations d'avoir pensé à ça parce que l'Afritude a beaucoup de réalités que nous voulons ignorer parce que le mimétisme, parce que les Blancs, mais il ne faut pas qu'on se détache de notre culture parce que c'est en nous, quoi. C'est en nous. Donc voilà. Courage, ma petite. Je n'ai pas écouté la première partie. J'ai juste pris aussi celle-là après avoir fait beaucoup de recherches. Mais sache que tu n'es pas seul. Ton phénomène n'est pas rare. Il y a des gens qui vivent ça. Mais est-ce que c'est commun? Non, ce n'est pas commun. Mais sache qu'il y a des gens qui ont vécu ce que tu vis en ce moment et qui ont vaincu cela. Rien n'est impossible à Dieu, mais alors rien n'est impossible à Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es son instrument. Et au travers de toi, il peut agir et tu vas pouvoir rendre témoignage. Et le moral fort, moi, c'est ça qui me conduit jusqu'à ce jour. Parce que si on m'a même tué sur papier, parce que comment quelqu'un vit alors que tu as un acte de décès quelque part, bref, c'est pas là le sujet aujourd'hui. Donc, courage. J'invite les gens, tout le monde à liker, à commenter, à faire grandir ce beau concept qu'est celui de DMG TV parce que ça nous met en garde de beaucoup de choses et ça nous fait aussi prendre conscience de certaines réalités. Merci pour l'histoire. Là, on va passer à la 6e histoire, autant pour moi. Bonsoir DMG et bonsoir encore à toute ta communauté.
Aujourd'hui, je reviens encore avec une histoire d'un homme qu'on a traité chez mon oncle, qui est maître spirituel. Ça fait de cela, je pense, 10 ans aujourd'hui. Alors cet homme, en fait, il a souffert depuis son enfance. Bon, quand je dis son enfance, son adolescence, quoi. Il a souffert d'une maladie répétitive. Sa maman l'a amené à l'hôpital, l'a amené chez les tradipraticiens, l'a amené chez les marabouts, mais sans résultat au fil des années. Vous savez, c'est toujours les mamans qui ont ce cœur-là de s'occuper vraiment de l'enfant, se soucier pour sa maladie, essayer de faire vraiment l'impossible, quoi. Donc sa maman a marché avec lui vraiment partout pour essayer de régler ce problème parce que c'était vraiment grave. Et où il marchait, à l'hôpital déjà, on le traitait juste simplement comme ça. Ça se calme un moment, après ça recommence. Quand elle a commencé à partir les tradipraticiens et les marabouts, on calme un moment également, ça peut faire peut-être 5 ans ou 2 ans. Après, la maladie revient de plus belle. Elle était partie donc chez un marabout une fois, et ce marabout lui a dit, la personne qui est à l'origine, qui fait tout ça à ton enfant, c'est son père. Donc c'est votre mari. Tout le monde est dépassé que mais. Mon mari, c'est mon mari qui fait ça à son enfant. Le marabout dit oui, parce que les esprits me montrent. C'est ton mari en fait, tant pour moi, qui fait tous ces problèmes dans la famille, même votre fille, parce qu'il y avait également sa sœur qui n'arrivait pas à évoluer. Tout ce qu'elle faisait était bloqué. Même votre fille, votre autre fille là, que tout est bloqué, c'est votre mari qui fait tout ça. Ils sont partis de là, ils étaient scandalisés, ce qui fait que ça a créé encore des problèmes dans la famille entre eux et le fils qui ne voulait même plus voir son père parce que bon, ils ont fait des sacrifices, ils ont tué les animaux, tout ça, pour essayer de le soigner. Donc ça a calmé encore un moment. Mais ils ont eu des problèmes avec leur père, et la fille, et le gars, et même la maman, elle a eu des problèmes avec son mari. Elle est même quittée de la maison. Parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que comment un père peut faire ça à ses enfants. Alors, cette dernière fois qu'il a été traité et que la maladie s'est atténuée un peu, elle est revenue encore après quelques années. Et cette fois-ci, elle est venue plus sérieusement. Ils se sont dit, ah, voilà encore, cet homme-là a recommencé, il veut finir avec son enfant. Il a décidé de finir avec son enfant. Mais la maman, vraiment, ayant fait tous les marabouts qu'elle connaissait, elle a dit cette fois-ci vraiment, même si on va dire que c'est mon mari, il faut que j'aille à l'hôpital avec mon enfant. C'est comme ça qu'ils partent à l'hôpital. On fait des examens et tout. On commence à le mettre sous traitement à l'hôpital, il est hospitalisé. Ça commence à aller un peu. Mais au bout de peut-être 2 jours, en 2 jours là, il a tellement chuté à l'hôpital qu'il a failli mourir. Mais la copine de sa maman lui a dit, voilà, je connais un maître spirituel qui peut bien traiter votre enfant. Elle a dit non, elle est fatiguée de ces gens, ils prennent énormément d'argent et la maladie revient toujours. Elle lui a dit non, je vous assure, lui, il est différent. C'est comme ça qu'on l'amène donc chez mon oncle pour le traiter. Mon oncle donc le reçoit, il essaie d'abord de le calmer parce qu'il souffrait, il était vraiment mal. Et s'il faisait encore un jour à l'hôpital, il mourrait, sincèrement. C'est comme ça que elle vient chez mon oncle prend connaissance de l'histoire, elle raconte tout, quand ça a commencé, les gens qu'elle a déjà eu à visiter, les hôpitaux, les tradipraticiens, les marabouts, tout ça. Elle raconte et elle dit même le dernier marabout qui avait dit que c'était son mari. C'est comme ça que mon oncle commence à travailler, il travaille pendant plusieurs jours. Il a appelé sa maman, il lui a dit, tu sais, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Dans la colère,
ou dans la non-lucidité, il faut faire très attention à ce qu'on dit aux enfants. Parce que votre mari n'est pas réellement l'auteur de cette maladie que souffre votre enfant, ni de ce que souffre votre fille. Il n'est pas réellement l'auteur, c'est-à-dire, ce n'est pas comme s'il est parti quelque part, il n'est pas sorcier, il n'a pas, son ventre n'est pas gâté. Il n'est pas parti quelque part dire que je vends mes enfants ou bien. Mais, vu que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, quand il avait un problème avec son enfant, bien quand il avait un problème avec sa femme, et que les enfants voulaient intervenir, allez, il prononçait des paroles de malédiction sur les enfants. Vous savez, où on vit, on ne sait pas comment est faite l'atmosphère. Vous pouvez être dans un endroit où sillonne tellement d'esprits négatifs. Il y a des esprits errants. Et ces paroles que vous prononcez là, envers vos enfants, ce sont des paroles de malédiction. Ces esprits peuvent saisir ces paroles-là et agir. Et donc, c'est ce qui s'est passé parce que déjà, il ne faisait pas que parler à la maison, les maudire à la maison, mais même quand il était dans ses alcools, il va parler, il va dire du n'importe quoi où il est là-bas. Pas pour intention vraiment de détruire ses enfants, mais il n'est pas lucide, il parle du n'importe quoi. Et même les gens qui étaient avec lui, qui partageaient sa boisson, eux aussi, ayant des yeux de jalousie, ont profité de ce qu'il disait pour aller attaquer ses enfants. Parce que les parents sont comme un bouclier pour les enfants, en fait. Les parents sont comme un bouclier. Quand les parents sont unis et que les parents prient pour leurs enfants, il est très difficile que le sorcier arrive à atteindre les enfants. Il est très difficile. Pas impossible, mais très difficile. Mais son père, prononçant ces paroles-là, il a créé une brèche. Et ça a été très facile pour les gens de l'extérieur de venir attaquer ses enfants. C'est comme ça que ses enfants ont été exposés et que tout le monde venait faire ce qu'il voulait de ses enfants. Mais maintenant, lorsque tu pars chez un marabout qui n'a pas une certaine élévation spirituelle, parce que la spiritualité, c'est pas un niveau. Vous pouvez partir chez un marabout, il n'a pas une certaine élévation spirituelle. Les esprits avec lesquels il travaille ne sont pas aussi puissants que ça également. Eux, ce qu'ils vont voir simplement, c'est que c'est le Père qui est à l'origine. Ils vont simplement voir ça parce que c'est ce que l'Esprit montre. C'est lui qui a ouvert la brèche, alors c'est lui qui est présenté comme auteur de ça. Mais par contre, pour quelqu'un qui a une certaine élévation, lui va voir que non, c'est vrai, peut-être le Père a eu à prononcer certaines paroles, mais c'est une autre personne qui a profité de ça pour venir faire du mal aux enfants. Donc c'était en fait comme ça la chose. Ce n'était pas leur Père, mais c'était les paroles qu'ils prononçaient. Donc pour dire qu'il faut également faire très attention à ce qu'on dit à nos enfants. Toujours prononcer des paroles de bénédiction. Des choses qu'on aime souvent faire en Afrique, que quand l'enfant ne veut pas peut-être travailler, il ne veut pas faire la vaisselle, il ne veut pas... Ne travaille pas, tu vas voir. Quand tu vas vendre les beignets demain, est-ce que je serai là? Les paroles comme ça, en fait. Vous allez vous rendre compte que après la vie de votre enfant est très difficile. Trouver l'emploi est difficile, faire ceci c'est difficile. Pourquoi? Parce que vous avez ouvert une brèche dans votre famille et vous avez laissé entrer ces esprits-là qui se sont appropriés, qui se sont servis comme ils voulaient des chances de vos enfants et tout ça là. Donc, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà une famille qui a été détruite par quelqu'un, je ne sais pas comment moi je pourrais le qualifier, mais la famille a été détruite également. Le papa, c'est vrai, il prononçait ses paroles, mais faisons très attention à ce qu'on dit à nos enfants et même quand on est en couple et qu'on est fâché, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que même jusque-là, il y a des gens qui ne sont pas contents de l'union en fait et ils vont profiter de cela pour venir vous briser. Donc c'est l'histoire que j'avais à partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG. Comme je l'ai dit tantôt, j'aime bien votre émission parce qu'elle édifie
vraiment le monde entier. Écouter cette émission nous permet aussi de faire attention à certaines choses. Donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui date d'un peu longtemps, quoi. Et c'est une histoire qui me concerne vraiment. Et c'était au Gabon, à Libreville. Je fréquentais dans un collège Roi Mage à Québéville. Donc c'est une histoire de 2010-2009, avant que j'aille continuer mes études supérieures au Cameroun, parce que j'ai fait dans l'agriculture, dans l'agronomie. Donc là, j'étais encore à Libreville. Donc un jour, on sortait des classes, j'étais avec des amis, on marchait en route, on se baladait, on causait et tout. On était sorti des classes ce jour à 9h, entre 9h et 10h. C'est pas trop si c'était mardi ou lundi. Donc on marchait en route. Et après là, à peine 2 à 3 minutes, il y a une voiture qui klaxonnait derrière nous. La voiture klaxonnait, bon. Nous on marchait sur le trottoir, on savait qu'on n'était pas dans des conditions compliquées par rapport à la marche. Bon, la voiture ne fait qu'insister avec le klaxon. Et du coup, nous nous sommes retournés. Donc, on pouvait être une dizaine. Vous connaissez les enfants à l'époque, quand ils sortent des classes, toujours en groupe et tout et tout. La dame klaxonne, c'était une dame dans la voiture. La voiture klaxonne, après on s'arrête. Elle fait un signe de la main en nous faisant des signes comme si elle nous appelait, quoi. Alors, nous sommes déplacés, quelques gars nous sommes déplacés. Nous sommes arrivés vers la voiture, elle a dit bonjour mes enfants, bonjour maman, comment vous allez? Ah, on se porte bien. Oh, j'ai besoin d'un service. Je veux qu'on me fasse un flash. Donc le flash, c'est comme on dit souvent au Cameroun, là, le transfert. Donc ici au Gabon, là, ce langage de dire le flash. Je veux un flash de 10 000 francs. C'était un réseau Move. À l'époque, la Move chauffait beaucoup, Move No Limit. Donc, et du coup, elle m'a désigné. Sur tout le nombre que nous étions, elle m'a désigné. Elle m'a dit, toi, je veux que tu ailles me faire le flash. Alors, je prends les 10 000, je pars avec son numéro et tout. J'arrive à la boutique, je fais le flash. Mais dans un premier temps, j'ai une idée de vouloir fuir avec son argent. Il dit, ah, fuir même avec l'argent, mes amis sont là-bas en train de m'attendre et tout. Je peux avoir des problèmes après. Donc, du coup, j'ai fait son flash, je suis revenu, machin. Il dit, ah, maman, j'ai fait le flash. Et je ne sais pas si ça arrive. Elle m'a dit non, j'ai reçu le message, merci beaucoup mon fils. Alors quand je me retourne pour partir, elle m'interpelle, elle me dit non mon fils, viens. Dis-moi, tu fais quelle classe? Il dit ah, bon à l'époque là je faisais 6e. Hein. C'est vrai que j'ai un gaillard, mais j'avais déjà trop de retard aussi. Je devais faire 6e, je pense 6e ou 5e. Alors elle me dit non, tu es un beau garçon, je t'ai apprécié vraiment dans le groupe. Je ne sais pas si tu as un téléphone que je pourrais souvent te joindre, t'appeler, parce qu'il va falloir qu'on cause beaucoup de choses. Il dit, ah maman, je n'ai pas de téléphone. Et déjà même dans notre école, même si les téléphones sont interdits. Elle me dit, non, il n'y a pas de problème, on va gérer. Je dis, ok. Elle a pris 10 000, elle m'a remis. Elle m'a dit, non, demain, tu seras à l'école. Je dis, oui, je serai à l'école, mais je vais peut-être sortir à 13h, entre 13h et 14h. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, peu importe. Mais je serai là déjà très tôt. Avant midi, il serait déjà garé devant votre école. Il dit ok, j'ai compris. Alors nous sommes rentrés avec des amis, je leur ai montré l'argent. C'était 10 000 francs, on a acheté des pains en route, des pains chargés, pain à la salade, pain œuf. En fait, tout le monde était à l'aise, on mangeait, on était content. Mais il y a un qu'on appelle Snoop Dogg, c'était un ami, il aimait bien faire le rap à l'école, il aimait aussi animer, il était géant, il habite à la gare routière. C'était mon bat combi, comme on dit souvent au quartier. Il était mon ami sûr. Il me dit non, Ondo, tu es mon ami, Hans, tu es mon frère. Vraiment, l'histoire de grosses voitures là, une femme, tu l'as rendu service, elle dit qu'elle peut causer avec toi dans la semaine et tout, elle te donne 10 000. Ah, franchement, il faut faire attention, les choses de maintenant sont devenues très compliquées, il faut te méfier. Parce que quand je vois ça, c'est bizarre, je dis non, tu es dans tes trucs là, bizarre de quoi? Alors moi, j'ai pas peur, moi je vais gérer. Ok, tout le monde a pris sa route, nous sommes rentrés. Alors le lendemain, quand je reviens à l'école, on est allé en salle normalement, comme d'habitude. Mais mon esprit était trop concentré à ce que je dois voir la dame. C'était trop sur le rendez-vous, quoi. Parce que nous, les enfants, maintenant, quand on nous monte un peu d'argent et tout, on voit les voitures, on se dit seulement que c'est seulement ça qui est bien. Alors, nous sommes sortis du cours normalement à 13h. Quand je suis donc sorti, les gars avec qui nous étions ensemble hier,
Tous étaient là, ils m'ont vu, ils m'ont dit, oh Hans, apparemment c'est comme si ta mère là, elle est encore revenue. Je dis, bien sûr, elle est là. Elle m'a dit qu'elle devait être là. C'est elle qui est arrivée, donc je ne suis pas surpris de sa visite. Alors j'arrive à la voiture, elle me dit, non, comment tu vas Hans? Je dis, ah maman, ça va? Et comment était la journée de cours? Bon, tranquille, pas de souci, c'était cool. Elle me dit, bon, ok, on va faire un tour au restaurant. Donc à l'époque, là, il y avait un petit restaurant à côté de la station. Parce qu'après le collège, il y a une station. Et après la station, il y avait un restaurant là. Bon, je ne sais pas si ce restaurant existe encore. Comme j'ai quitté le Gabon, ça fait très longtemps. Bon, je suis rentré. Ça fait à peine 6 ou 8 mois que je suis au Gabon. Alors, il y avait un restaurant à l'époque là qu'on appelait le Piperman. Si c'est le Piperman, c'est quoi là? Un truc comme ça. Donc, elle m'a amené là-bas. C'était ma première fois d'entrer. C'était cool. Bon, dans le milieu, tout le monde voyait là une dame avec son fils. Bon, sans connaître que c'est un jeune garçon qui a rencontré une dame comme ça à peine quelques jours. Alors on a commencé à manger, on était bien, le climat était cool. Elle m'a posé des questions. J'ai répondu, oh, quel a toujours été ton rêve? Tu aimerais devenir quoi dans ta vie, Hans? Parce que quand je te vois, tu es un garçon qui a beaucoup d'avenir, tu as plein de talent. Il dit non, ah, moi mon rêve c'est de devenir journaliste. Parce que même à la maison, je dis souvent à mes parents que j'ai envie d'être journaliste. Et les parents étaient toujours contents de l'accepter, de comprendre cela, parce que moi je suis d'abord un garçon très bavard. Et j'aime débattre dans beaucoup de sujets. Même à l'école, la même chose, trop champion. Lorsqu'il fallait causer toujours sur des sujets, Hans était toujours prêt à parler, à défendre les intérêts de quoi que ce soit. Alors, la dame me dit, bon, tu veux être un grand journaliste, mais moi je peux faire que tu deviennes plus que ça. Journaliste même, c'est un petit détail. Et en passant, ton père fait quoi dans la vie? Il dit, ah, mon père, c'est un enseignant, il est conseiller d'éducation au ministère de l'Éducation nationale. Il est conseiller. Et ma mère, elle se débrouille parce qu'elle est une simple ménagère. Donc, c'est comme ça ma famille. Oh, je vais te faire réussir dans la vie, tu seras un grand homme et tout et tout. Je vais être ta marraine, ta mère qui va te poursuivre dans tout ce que tu feras. Je serai là devant toi, spirituellement comme physiquement, je serai avec toi. Personne ne pourra te faire du mal parce que là où je vais t'emmener, je vais te faire initier, je vais te faire blender de telle sorte que les gens ne pourront pas te faire du mal. Je dis, ok maman, merci beaucoup. Il me dit, bon, en passant, je vais te donner d'abord 50 000 francs. Mais ne tremble pas, l'argent là, c'est pour que tu aies un téléphone. Tu dois faire un effort d'avoir un petit téléphone, peu importe la marque. Mais je veux que tu sois joignable, parce qu'on va souvent s'appeler. Peut-être si tu veux de l'argent, je t'envoie et tout et tout et tout. Peu importe. Je veux que tu sois joignable. Je dis, ok maman, merci. Bon, je ne sais pas si je peux donner le nom de la dame, mais vraiment, ce serait compliqué. Elle travaillait dans une grosse entreprise, vers au Vendo. Je ne sais pas si elle est encore là au Gabon. Parce que j'ai souvent ce sixième sens qui me dit non, il faut un peu de chercher la dame là si vous pouvez encore vous revoir. Parce que ce lien, c'est ma grande soeur qui m'avait coupé ce lien. Parce qu'elle avait appris cela. Et en tout cas, je vais arriver. Donc, après le rendez-vous, nous sommes séparés. Elle m'a dit non, quand tu vas arriver à la maison, voici 10 000. Donc, en dehors des 50 000, elle m'a encore acheté 10 000 francs. Les 10 000 francs là, tu vas acheter une lame. Tu achètes un papier. Tu achètes 3 bougies. Et le sel, peu importe la quantité, même pour 100 francs ou 200, si vous avez même du sel à la maison. Quand tu vas aller dans ta chambre, tu fais un cercle, tu fais un triangle, tout ça avec le sel. Et les 3 bougies, tu vas les allumer, tu vas les mettre sur les 3 points, sur les 3 bouts du triangle qui serait dans le cercle. Et le papier blanc, tu te blesses, tu mets le sang sur du papier blanc. Et quand tu vas poser le papier blanc dans le cercle, avec le sang qui sera au-dessus, tu vas appeler mon nom. Et le nom, je l'ai encore intégralement. À l'heure où je vous parle là, je l'ai encore intégralement. Bon, je suis arrivé à la maison. J'ai acheté tous les éléments qu'il fallait. Et j'ai fait le rite comme il le fallait. Alors, du coup, cette soirée, elle est arrivée. On a parlé. C'était comme dans un songe. Je ne sais pas si c'était dans un rêve ou c'était réel. On a causé. Elle m'a dit, voilà, c'est par cette voie qu'on va souvent communiquer dans des situations. Peut-être si tu as un truc important à me dire, si tu n'as pas de crédit, c'est comme ça que tu vas souvent m'appeler. Peu importe l'heure, je serai toujours à ta disposition. J'ai dit, ok. Après, le lendemain, je pars à l'école. Quand j'arrive à l'école,
Je cause avec mes amis et tout. Il me dit non, mais la mère là, t'as géré comment? Parce qu'on t'a vu l'entrée, tu es entré au restaurant, le restaurant là où les grands messieurs pas de manger et tout. Et tu dis, ah, elle me prend déjà comme son fils. Elle aime bien me voir, c'est tout. On a dit non, en tout cas, fais gaffe. Elle te prend comme son fils, elle te prend comme son enfant, fais gaffe. Le Gabon est trop bizarre en ce moment, frangin. Il y a trop de choses qui se passent. Toi, tu n'es pas au courant. Toi, ton problème, c'est seulement l'argent, l'argent. Il dit non, c'est pas une histoire d'argent. Elle me donne des conseils pour fréquenter, pour devenir une grande personnalité. Donc, ce n'est pas une affaire d'argent. Ok, on a fini de causer. Alors, quand je rentre pour aller à la maison, j'entends une personne qui m'appelle derrière. C'était elle, mais là, elle n'était pas véhiculée. C'est pas là où elle a garé sa voiture, mais là, elle était à pied. Hans, 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 je me retourne, je vois la dame. Elle me dit, mon fils, viens, tu es en train de rentrer? Il dit, oui, je suis en train de rentrer. Elle me dit, non, je t'ai aperçu. J'étais au restaurant, j'étais avec des amis, je t'ai aperçu. Donc, la voiture est garée là-bas plus haut. Donc, si on peut remonter, on va là encore s'asseoir comme on a fait hier. Moi, je suis pas, j'ai pas de problème. Mais après, il dit, mais maman, est-ce que vous ne partez pas au travail? Est-ce qu'on ne vous complique pas là-bas? Il dit, non, je suis une chef de secteur. J'ai un grand administration que je gère. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à XY. Je suis patron de moi-même. Je gère un personnel. Donc, tu n'as pas à t'en faire, Hans. Ok, maman, j'ai compris. Nous sommes allés au restaurant. Elle m'a montré à des messieurs, des jeunes gars aussi, très beaux, propres, bien habillés tous. Oh, voici Hans, c'est lui que je vais prendre comme mon fils. On va l'encadrer, il faut qu'il soit un grand homme d'affaires parce qu'il est ambitieux et tout et tout. Les gars m'ont dit à ça, il est beau, hein, il paraît vraiment intéressant. Après, ils ont dit, bon, Marie, nous on te laisse, parce qu'elle s'appelait Marie, mais je ne sais pas de son deuxième nom. Elle s'appelait Marie. Bon, Marie, nous on te laisse, on a vu le garçon, il n'est pas mal. Tu passes une bonne journée, ok. Ils étaient trois, donc parmi les trois, il y a un, en se levant, il a pris un billet de 10 000. Il m'a dit non, Hans, prends, c'est pour les beignets, tu vas manger à l'école et tout. J'ai dit ok, merci tonton, il n'y a pas de quoi. Ils sont partis, ils sont montés dans une voiture, une grosse voiture blanche. Ils sont partis. Bon, on n'a pas trop eu à causer, on a fait à peine 5 minutes, après ils sont levés. Bon, moi je me suis dit, ah, peut-être ils voulaient seulement voir mon visage, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient regarder, parce que moi je n'ai pas compris. À peine nous sommes arrivés, on a causé les 5 minutes, on s'est échangé, on s'est donné quelques informations, ils sont partis. Bon, ok. Et quand ils sont donc partis, moi je suis resté là avec maman. Elle m'a dit non, oui, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire, vraiment c'est bien, j'ai apprécié. Tu es un garçon courageux, tu es vaillant et tout et tout et tout. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va rentrer. Je sais pas, tu habites où? Je suis à Likola. Elle me dit, bon, ok, comme tu es à Likola, est-ce que je peux passer le week-end? Samedi, je viens te chercher. Je t'amène à Sablière. Tu as entendu parler? Il dit, à Sablière, bon, j'entends parler. Les gens vont souvent là-bas parfois pour se laver, passer du bon moment avec les amis et autres. Oui, mais là, on va aller à la Sablière, ce ne serait pas pour aller passer du bon moment. Je vais t'emmener. Faut pas avoir peur, je vais te prendre dans ma voiture samedi. Je vais te dire là où on pourra se trouver, là où on pourra se retrouver. Voici 20 000 que je te laisse avec. Donc quand je vais t'appeler samedi, quand je vais t'indiquer là où on peut se retrouver, je viendrai te chercher, on part. Là tu vas rencontrer encore d'autres personnes et tu vas voir même l'école que tu fais, les choses vont aller très vite, je t'assure, mais c'est pas pour te faire du mal. Je suis une femme d'affaires, j'ai des enfants. Elle a pris son téléphone à montrer les photos de ses enfants et de son mari. Il dit ok maman, il n'y a pas de souci, je vous fais confiance. Elle m'a dit voilà, donc on se voit samedi. Elle m'a donné 20 000, ça c'est le déplacement. Elle m'a encore donné 10 000. Là tu peux prendre le transport, tu manges, parce que je vois là, c'est comme si tu es fatigué. Il dit ok maman, merci. Il dit ok, bonne journée. Bon, samedi, il dit ok. Quand je rentre donc à la maison, en rentrant, bon, à la maison d'abord, j'étais d'abord le plus grand mangeur, parce que moi, Hans, dès qu'on sait la nourriture, à 25 minutes, moi j'ai déjà fini. J'étais un champion pour la nourriture, on connaissait. Donc parfois même quand ça n'allait pas, moi je mettais les mains dans la marmite. Bon, c'est du passé. Vous connaissez quand on est encore jeune là. Donc du coup, ma grande soeur a fini la cuisine. Mais elle se rend compte que depuis 2 jours, son petit frère n'est pas vraiment intéressé à la nourriture de la maison parce que je n'avais plus l'appétit. J'ai buvé les jeux à la boutique, les pains au chocolat, les tropiques, les biscuits téléphones. En fait, j'étais gâté, j'étais garni. Je manquais plus quelque chose dans la poche pour manger. Elle a commencé à faire une enquête. Elle a dit à maman que non, Hans, depuis 2 ou 3 jours, c'est bizarre, il ne mange pas à la maison, il n'a pas l'appétit. On sert à manger, il goûte un peu.
C'est les autres qui viennent terminer, ils ne mangent plus. On ne sait pas ce qui se passe. Malchance, j'ai pris ce qu'on appelle une raclée. Je suis allé faire le même rite. À celle-là, je l'ai invoqué pour causer encore avec elle comment est-ce qu'on devait réellement se voir demain, exactement à quel endroit. Il fallait que j'ai le programme parce que c'était vendredi. Donc il fallait qu'on se voie samedi, il fallait que je dorme avec un programme. Alors, quand je suis allé dans la chambre pour faire le rite, ma grande soeur m'a surprise parce que c'est dans sa chambre que j'ai d'abord fait ça. Elle était sortie pour aller voir son copain. Il s'appelait Eric, il travaille à la SCG. Eric, c'était un ingénieur en électricité, il travaille à la SCG. Lui, il m'avait même déjà aidé une fois parce que j'avais des problèmes de yeux à une époque. C'était mon beau-frère sûr. Donc quand elle sortait de la chambre, quand elle sortait, qu'elle partait dans cette balade, quoi, parfois elle rentrait le matin. Donc c'est à moi qu'elle donne les clés de dormir dans sa chambre. Parce que j'étais son bon petit frère. Nous sommes quatre. Nous sommes quatre. Donc de tous ses frères, c'est moi qu'elle aimait tellement. C'est moi qu'elle faisait trop de confidences. Mais ce jour-là, elle m'a remis les clés de rester dans sa chambre comme d'habitude. Et quand je l'ai donc fait, je ne sais pas comment c'est passé. Elle est venue, elle a toqué à la fenêtre. Et la fenêtre, là où elle, bon, normalement elle devait passer par la porte de derrière, à la porte, pas par la fenêtre. Parce que déjà la fenêtre, il y avait un grillage, mais un grillage qui n'était pas tellement touffu. Donc du coup, quand elle est arrivée, quand elle a toqué la porte, quand elle a toqué la fenêtre, le naco, il y a un naco là qui a lâché. Donc c'est tombé. Quand c'est tombé, du coup, elle m'a vu en train de faire l'invocation. J'étais en train de dessiner mon corps. Je n'ai pas commencé à faire l'invocation. J'étais en train de faire tout le plan, mais les bougies étaient déjà au sol. Elle a vu, elle a dit, merde, qu'est-ce que tu fais là, Hans? Elle a toqué à la porte, j'ai ouvert la porte, elle est entrée, elle a réveillé tout le monde. Et alors, les parents sont sortis, l'aîné, il est sorti, tout le monde a vu ce que je faisais. J'ai pris une raclée que je n'ai jamais oubliée jusqu'à aujourd'hui. Mon père et mon grand frère. Qui t'a appris ça? Tu as appris ça où? Qui t'a fait ça? Qui te montre ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? J'ai été bastonné copieusement, comme un voleur. C'est donc comme ça que la maman dit, ah, je vois déjà. Notre fille m'a dit une fois que non, Hans ne mange plus à la maison, il a de l'argent et tout, ça doit être l'argent sale qu'il est en train de vouloir travailler et tout. On a fait venir les hommes de Dieu à la maison. Ils ont fait des prières, ils ont parlé beaucoup de choses, ils ont dépensé assez d'argent, ils ont déplacé au moins 3 hommes de Dieu. Parce qu'il fallait qu'on me coupe le lien avec la dame. Donc j'étais déjà un pied dedans et un pied dehors. Ils ont prié, ils ont dit qu'effectivement, malheureusement, votre fils a été choisi parce qu'il a une étoile très très brillante, très très forte, là où il est là. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez perdre ce garçon. S'il continue à revoir cette dame, il va partir. C'est vrai, vu ce qu'on observe de la situation du garçon, la dame ne veut pas le faire du mal maintenant. Elle veut l'utiliser pour beaucoup d'années. Donc c'est quelqu'un qui pouvait m'avoir du travail derrière cette dame, mais étant dans des mauvaises choses. C'est quelqu'un qui pouvait même faire du mal aux gens, sans toutefois faire certaines saletés que les gens font, mais étant avec cette femme. Donc il fallait donc couper ce lien. Et comme nous avons contacté pour ça, vraiment votre fils était déjà presque entré. Parce qu'il a déjà eu à faire, il a fait cela une fois dans cette maison. Donc il y a déjà son esprit dans la maison qu'il faut aussi chercher à dégager. Donc c'est un peu ça mon histoire. Je l'ai vécu. Je devais avoir à cette époque-là 10 ou 11 ans. Cette époque-là. Donc ce que moi je peux dire par rapport à cette histoire, c'est que vraiment on doit faire attention. Les voitures, les gens qui nous suivent toujours là en route avec leurs grosses voitures, qui nous parlent des choses et tout, on doit faire attention. Le dehors est mauvais. J'ai même encore une autre histoire, mais celle-là c'est au Cameroun. Et je l'ai vécu. Ça ne fait même pas encore 2 ans. Je me pose des questions. Si je suis né, que je vais entrer dans les loges, je ne sais pas. Mais là maintenant, cette histoire-là, je vais la raconter plus tard. Et c'était avec le fils d'un grand monsieur au Cameroun. Cette histoire que je vais vous raconter. Donc c'est un peu ça mon histoire, DMG. Tu m'excuses si j'ai mis du temps à vous raconter cette histoire. Donc c'est parce que je travaille en ce moment, je suis occupé. Donc merci. Merci pour l'histoire. Et là, on passe à la 8e histoire.
Salut DMG, d'abord je tiens à vous remercier pour le concept parce qu'à travers votre concept, ça aide plusieurs à ne pas tomber dans certaines erreurs et même d'éviter certaines choses et d'être plus sage à l'avenir. Mon histoire, c'est vraiment une histoire qui est un peu similaire à l'histoire de la maman. La maman qui explique comment son étoile a été volée. Mais sauf que le mien, Dieu m'avait fait grâce. Donc d'abord, je suis née d'une famille chrétienne, dont mon père c'était un serviteur de Dieu. Et quand je suis née, mon père, il avait un ami très proche à lui. Cet ami, il venait souvent à la maison, il faisait souvent des cadeaux. Bon, ça ne dérangeait pas les parents parce que les parents, ils voyaient comme une famille en fait. Donc, il faisait souvent des dons. Moi-même, je le voyais comme un père. Donc, en fait, c'est comme ça que je le considérais. Maintenant, un jour en rentrant de l'école, je rentrais avec une amie. On est passé vers son ministère, juste à côté, et je l'ai vu dehors. Il m'a vu également et je me suis placée, je suis partie le saluer par respect. Lorsqu'il a vu mon ami, il dit à mon ami qu'il faut qu'elle rentre. J'ai dit que non, je suis avec mon ami. Il a dit que d'accord, il faut qu'elle parte, qu'il veut me parler un peu un instant. Moi, je me suis placée, j'ai cru que peut-être il voulait juste dire un truc sérieux. Il m'a parlé, il a commencé à me parler, il me dit vraiment, tu aimes beaucoup l'école, tu aimes beaucoup d'école. Je vois que tu es une fille qui aime beaucoup l'école. Je me suis placée. Après, il me dit, tu sais, moi-même, j'ai de l'avenir. Un homme qui est environ à la cinquantaine, puisque c'est un ami à mon père, ils sont presque même âge ensemble. Tu sais moi j'ai vraiment l'avenir, toi aussi tu as de l'avenir, donc on peut toujours faire notre vie ensemble et puis on peut continuer notre avenir ensemble si tu veux. On peut aller voir les parents, après tout, comme ça on fixe notre date de mariage. Je tiens à préciser que à cette époque-là, j'avais 16 ans et j'étais en classe de terminale. Lorsqu'il a dit tout cela, j'étais tellement choquée par ce qu'il avait dit. Donc, je me suis placée et j'ai regardé le monsieur dans les yeux pour voir si peut-être qu'il blaguait ou bien peut-être qu'il disait ça seulement comme ça. Il était tellement calme quand il disait ça, il était paisible quand il disait ça, il n'avait même pas de remords. Et il chassait ma camarade, il disait que non, il faut rentrer. Ne t'inquiète pas pour elle, elle va rester avec moi, ne t'inquiète pas, il faut rentrer. Il dit que non, je vais rentrer avec mon ami. Après, avant de partir, il a dit que faut pas dire à tes parents, faut pas dire ça à tes parents. Il a peut-être dit ça environ 3 fois comme ça là. Il a dit ça environ 3 fois, ne dis pas ça à tes parents. Excusez-moi. Il a dit, ne dis pas ça à tes parents, ne dis pas ça à tes parents. J'ai dit que j'ai fait comme si j'ai compris. Après, il m'a demandé, est-ce que tu as un téléphone? J'ai dit non. Après, il a dit, est-ce que je peux donc t'acheter le téléphone? Et j'ai dit non, monsieur, non, merci beaucoup, monsieur. Donc, à ce moment-là, même le tonton avait changé. Il commençait à utiliser le mot monsieur. Dès que je suis partie de là, j'ai tout dit à mon ami, tout raconté à mon ami. Mon ami m'a dit, faut pas cacher ça, faut aller raconter à tes parents. Ça, ce sont pas des trucs à cacher. Qu'elle-même, elle avait senti que ce monsieur, il a un truc bizarre en lui. Il a un truc très bizarre en lui. Donc, je suis rentrée, j'avais un peu peur, mais j'ai d'abord dit à ma mère. Après, lorsque j'ai dit à ma mère, c'est comme ça que l'information arrive à mon père. Et depuis ce jour-là, ce monsieur, il a pris sa route. Donc d'abord, ce que je tenais d'abord à dire, c'est qu'il faut faire très attention à certaines paroles. Et l'homme là, vraiment, c'était pas un homme très simple. C'est après que j'ai su que c'était un homme un peu dans les choses compliquées. Donc, il faut faire très attention. Ce qui m'a inspiré et poussé à raconter cette histoire, c'est à cause de l'histoire de la maman qui parlait de son étoile qui a été volée. Donc vraiment, lorsque je vois ça, j'ai vu que Dieu m'avait fait grâce. Et aussi de conseiller aussi aux jeunes filles de ne pas garder certaines choses à eux et beaucoup parler. Lorsque tu vois un truc qui est bizarre, il faut parler à une personne qui est grande, une personne sûre, une personne que tu sais que la personne va te conseiller bien. Parce que si je n'avais pas fait ça, je ne sais pas en quoi je m'aurais été mêlée aujourd'hui.
Donc vraiment, faisons très, très, très attention. Et surtout, pour ceux même qui partent à l'église, faisons aussi attention. Faut ouvrir les yeux. Ne faisons pas comme des gens naïfs. Si ce que tu es une fille à l'église, tu vois des choses qui se passent bizarrement, il faut pas rester tranquille. Il faut savoir comment parler à cette personne et mettre la personne à sa place. Et même, si c'est possible, même de parler à une personne adulte afin de t'aider. Parce qu'il y a certaines situations qu'on vit parce qu'on ne parle pas à certaines personnes adultes, mais on préfère juste garder ça. Donc en fait, ça c'était mon histoire et j'espère que vraiment ça va inspirer certaines personnes et ça va aider pour que d'autres personnes ne commettent pas certaines erreurs et qu'ils reconnaissent, même s'ils sont dans une position d'erreur, et de savoir comment s'arranger. Donc merci beaucoup DMJ. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire, avant-dernière histoire. Bonsoir. L'histoire que je vais conter aujourd'hui est une histoire que j'ai vécue. Nous avons recueilli un frère qui est revenu du Cameroun. Il est venu pour les études. Mais il s'avère que l'école, ça ne marchait pas. Alors il a décidé d'arrêter l'école pour faire les petits boulots. Il est parti donc vivre dans une localité un peu éloignée de la ville qui semblait comme être un village. Nous, on a accepté sa décision. Et notre maison est en étage en fait. Les escaliers sont perpendiculaires, genre pour dire que c'est penché. Donc il y avait des grilles de protection, donc on pouvait faire des glissades du haut jusqu'en bas. Un jour je revenais d'une sortie avec maman. Quand maman marchait lentement, je dis à maman, j'avance. Et dans ma tête je me disais, comme je vais vite monter les escaliers, j'aurai le temps de faire les glissades. Il s'agit comme maman vient de me rejoindre. Et comme je marchais très vite, on regardait le sol, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc noir qui passait entre les grilles de protection de l'escalier. Quand j'ai observé, c'était carrément un serpent. Et donc je me suis mise à crier. Le cri que j'ai émis a fait peur, le serpent, il est tombé. Moi aussi, de mon côté, j'ai sauté. Je ne sais pas comment j'ai fait le bond là. Je me suis retrouvée au sol, en bas. C'est comme ça que mon cri a alerté tout le monde. Et j'ai seulement crié le mot serpent, serpent, serpent. Maman a dit, j'ai vu un truc tomber en bas de l'escalier. Et en bas de l'escalier, maman gardait des bois. Ce sont ces bois là qui permettaient de faire des feux de bois pour préparer la nourriture. Donc, quand les gens sont venus, ils ont bousculé les bois. Et c'est comme ça que le serpent est sorti. Ils l'ont tué. Quelques jours plus tard, j'ai oublié de signaler que mon père avait 2 femmes. Donc, il a pris une partie de la maison, comme c'était une maison en étage, une partie de la maison en bas pour faire un petit studio à sa 2e femme. Quelques jours plus tard, en revenant aussi d'une sortie avec maman, j'observe à la porte de la 2e un serpent. Donc depuis dehors, j'ai crié le serpent, le serpent, le serpent. Et eux qui étaient à l'intérieur ont regardé. La porte était ouverte. Ils ont regardé, ils ont vu le serpent. Oh, le serpent. Et le serpent est allé se cacher à côté des cailloux qui étaient à côté de la porte de la 2e femme, papa. Et quand papa est arrivé, il a fouillé avec les autres. Ils ont trouvé le serpent, ils l'ont tué. Quelques jours encore, heureusement, on gardait des chiens errants. Bon, on ne les chassait pas. Donc, ils venaient souvent se mettre à notre cou et gardaient comme ça. Et quelques jours, ces chiens-là aboyaient énormément. Moi étant en haut, ça a attiré mon attention. Alors, j'ai ouvert la vitrine pour regarder et j'ai vu qu'ils aboyaient le serpent. Je me suis encore affolée. Les gens m'ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais même pas répondre. Tellement j'étais en train de parler une autre langue, je ne sais pas. Personne ne comprenait ce que je disais. Et maman débroussait un peu derrière la maison. Donc, elle n'était pas à côté de l'escalier. C'est comme ça que je suis arrivée vers un moment, étant en bas, elle a crié, c'est comment, il y a quoi en haut, il y a quoi en haut? J'ai crié, serpent, serpent, en montrant la direction vers les escaliers. Parce qu'elle était à côté des escaliers pour monter aussi les escaliers comme l'autre. Quand maman est arrivée, elle a vu le long serpent, elle a crié, serpent, serpent.
Le voisinage est encore sorti et puis ils ont tué le serpent. Mais là, il y a un qui a dit, ce serpent-là, c'est le boa, on peut le manger. Donc, on a gardé le serpent là par terre. Et quand papa est arrivé, il a vu le serpent. Il veut le brûler, mais moi, j'ai dit, il partait comment ça? Donc, on va le garder au congélateur et j'irai le vendre. On a mis au congélateur avec la tête, tout. Le lendemain, c'est à le vendre chez les Chinois, comme ça, qui mangent des choses comme ça. Il m'a même escroqué 6 000. Alors que quand j'ai vu après qu'on peut vendre ça à 20 000, mais bon, c'est pas grave. Et c'est comme ça que papa nous a fait asseoir un moment. Il a dit à maman que le garçon que tu as amené là, qui revient du Cameroun, celui qui amène les serpents ici, celui qui amène les serpents, il faut le chercher, il faut le chercher. Ok, d'accord. Maman est allée voir un tonton à lui qui était direct à lui. Il a expliqué qu'il faut dire à ton fils que je veux le voir, c'est urgent, c'est important. Il faut qu'on le voie parce que je voudrais parler avec lui. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, on n'a pas pu Bon, il y avait le téléphone portable, oui, mais c'était le luxe. C'est que dire qu'il y a que les gens qui avaient l'argent qui peuvent s'en offrir. Et c'est comme ça que quelques mois, c'est pas, le cousin est venu. On fermait dans les portes, on fermait maintenant les portes, on laissait plus les portes ouvertes. Les enfants qui aimaient laisser les portes ouvertes. Le cousin est venu nous voir. Quand il est venu nous voir, il était devenu beaucoup maigre. Quand j'ai même salué de la pomme de la main, mon Dieu Seigneur, j'ai vu. C'était les os que j'ai attrapés. Il y avait plus de chair. J'ai seulement dit Seigneur Jésus. Il a attrapé le sida. Quelques mois qu'il est arrivé, là, il a attrapé le sida. Mon Dieu, il est venu mourir ici au Gabon. Aïe! C'est comme ça que maman n'a même pu parler de l'histoire des serpents. Elle pleurait. Il a parlé à maman. Il dit, maman, tu es une femme gentille. Tu m'as bien gardée. Maman dit que comment tu parles comme si tu allais bientôt mourir. Il dit, non, maman, parce que je vois que c'est toi seul qui m'a pris comme un fils ici, tout ça. Après, il est parti. Quand il est parti quelques jours, le tonton, qui était proche à lui, est venu nous raconter qu'il est décédé. Maman dit, comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait quelle maladie? Le tonton dit qu'il n'avait aucune maladie. Il a même fait tous les examens qu'il fallait. On n'a rien vu. En fait, le truc, c'est que là, il est allé vivre. Il aidait un papa, un vieillard, à soulever les bouteilles d'eau, les bidons d'eau. C'est comme ça que le papa a dit, s'il y a quelque chose, si je peux te remercier d'une façon quelconque, dis-moi. Le garçon a seulement dit, si tu pouvais me rendre un grand footballeur, parce que lui, il voulait être un footballeur. Excusez-moi. Il voulait être un grand footballeur. C'est là le papa a dit que demain, viens avec une poule blanche et puis tu viens me trouver. C'est comme ça qu'il a fait ça. Et ils sont partis dans la forêt. Et ils sont rentrés dans la rivière. Le papa a dit que je vais couper la tête de la poule sur toi. Et puis je vais te faire rentrer dans l'eau 2-3 fois. Et je vais te faire ressortir. C'est ce qu'il a fait. Quand il a plongé mon frère dans l'eau, il ressort. Il a encore plongé une deuxième fois dans l'eau, il ressort. La troisième fois, il ne l'a pas fait ressortir. Et le cousin voyait que là, sa respiration, comme ça, dérangeait. Il s'est laissé relever. Il a regardé, le papa n'était plus là, le vieux n'était plus là. Il est vu sortir de la rivière et de la forêt. Il est allé trouver le papa chez lui. Le papa a dit, tout ce que tu vas voir, viens me trouver. Tout ce que tu vas en voir, viens me trouver. Il a dit, ok, d'accord. Donc, les serpents qui venaient là, c'était les envoyés qui venaient pour tuer là où était sa famille. Et c'était nous qui étions les plus proches parce que c'est nous qui gardions encore. Il avait encore ses effets à la maison. Donc, quand il est venu pour nous dire au revoir, il est venu prendre tous ses effets. Et malheureusement, aucune personne n'était décédée. C'est comme ça que là où il travaillait, les gens ont remarqué qu'il avait beaucoup maigri. Ils ont dit, il faut partir rester auprès de la famille pour faire certains examens. Peut-être que tu as une infection, des trucs comme ça.
C'est ce qu'il a fait. Et après, il s'est dit, ah, il faut venir que je vais nous saluer ici. Il est venu nous saluer. Et il est reparti. Et il est arrivé à un niveau où il n'avait plus à marcher. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et il a raconté l'histoire là au tonton. C'est comme ça que le tonton a dit, donne-moi le nom du papa. Le papa là, j'irai le chercher là où il est. Quand il a voulu donner le nom, il est mort. Donc, mon cousin est décédé. En fait, la moralité, c'est pour dire quoi? Que il faut qu'on évite de faire confiance à n'importe qui. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Le papa là, au lieu qu'il aide mon frère à devenir un grand footballeur comme il voulait, il a pris sa chance, il a pris son étoile. Et c'est comme ça que des sacrifices devaient se faire. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. C'est lui qui est parti. Il a perdu la vie comme ça là. Parce qu'il a fait confiance à un inconnu qui n'était pas une bonne personne. Et il faut toujours compter sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te faire briller, quel que soit le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 10e histoire. Bonsoir à la famille DMJ, bonsoir à toi DMJ. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est mon histoire et ce que j'ai vécu. Et c'est pour sensibiliser. Au départ, j'ai voulu modifier la voix, mais après, ça va sensibiliser plus d'un et peut-être quelqu'un va me reconnaître à son niveau. Avant de raconter cette histoire, je voudrais mettre au point quelque chose parce que j'écoute des histoires. Bon, moi je suis d'opinion religieuse musulmane, donc forcément il y a certaines choses qui se disent et qui me touchent. Dans la religion musulmane, c'est le Coran et puis la tradition du prophète qui domine. Bon, le Coran, ce sont des révélations qu'on lui a faites au prophète, au messager. Et vous pouvez l'utiliser dans le mal comme dans le bien. Nous tous on le connaît. Donc, il y a des personnes qui l'utilisent dans le mal et il y a des personnes qui l'utilisent dans le bien. Et de la même façon que vous voyez, par exemple, dans le christianisme, les catholiques, les apostoliques, les protestants, c'est également pareil chez les musulmans. Bon, je ne suis pas là pour ça. Donc, ne mettez pas un jugement. Ne mettez pas un jugement, même si aujourd'hui, c'est nous qu'on voit comme l'ennemi numéro 1 par tout le monde. C'est pas grave. Bon, je reviens à mon histoire. Ça se passe en 2017. À l'époque, je fumais beaucoup de chanvre. Beaucoup. En fait, c'était ça mon truc. Je ne volais pas, je ne braquais pas. J'étais écolier. Je ne suivais pas les femmes, je ne connaissais pas les femmes. Je n'avais jamais eu de rapport sexuel avec une femme. Donc un jour, à ma sortie de cours, comme d'habitude, non, ça ne commence pas là. J'avais un endroit où je fumais. Un jour, un lundi, j'avais séché les cours et je suis passé à cet endroit. Il m'était bien lavé, propre. Je suis parti au même endroit où je fume tous les jours parce que c'était vraiment une plage. Il y a beaucoup de personnes qui venaient. Tu fumes, je sais pas. On ne va rien te dire. Et je suis parti à cet endroit. Quand je suis arrivé, il y a une personne qui était là et qui avait des gens autour de lui. Et il ne l'avait jamais vu auparavant parce que je fréquentais cet endroit. Ça faisait déjà environ 2 ans. Je ne l'avais jamais vu. Donc moi je suis étonné. Dès que je suis arrivé, il a commencé à scruter mon âme. La façon dont il me regardait, on ne m'a jamais regardé comme ça auparavant. Jusqu'à j'étais gêné. Il était occupé à parler avec les autres, mais son regard ne me quittait vraiment pas. Peut-être par moment. Mais il revenait toujours sur moi. Je me suis demandé, qu'est-ce qu'il a? Mais il y avait des personnes autour de lui. Moi, je ne m'occupais pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis parti. Je reviens le vendredi, après les cours. J'étais en tenue de lycée. Et il dit, au moment où j'arrive, il est en train de raconter une histoire de son frère qui a connu des femmes à 33 ans. Et dès qu'il a connu la femme, il s'est marié. Et ils ont des enfants, ils sont heureux. Tout marche pour lui. Je me suis dit, je vais essayer de m'approcher de lui pour en savoir. On a échangé. Il m'a raconté beaucoup de choses. Et il avait un très bon discours. Le diable, c'est un beau parleur. On s'est échangé de contacts. Et on s'est donné rendez-vous le dimanche. Le dimanche, j'étais parti travailler parce qu'il était en classe terminale.
Quand j'arrive, il m'assoit. Il a fait sortir une biche de tabac dans sa poche, une boule. On a commencé à fumer. Il m'a raconté beaucoup de choses, encore beaucoup de choses. Après, il m'a dit qu'il a fait 3 jours sous l'eau. Je lui ai dit, c'est encore à qui que j'ai affaire. Et non, aujourd'hui, ici, je ne sors pas avec une prostituée la première fois que je vais faire l'amour, ou bien la première fois que je veux de la relation sexuelle. Quand je vais me marier, ma femme va me commander. Ou bien, si je fais des rapports sexuels avec une fille que j'aime, je vais devenir un bordel. Moi, je suis quelqu'un de très très imaginatif. Je peux me raconter une histoire et je me représente ça directement dans le cerveau. Même souvent quand des histoires se racontent ici, moi j'ai la représentation directe comme si j'étais à cet endroit-là. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc je me suis dit, on a parlé. Et à un moment, il a eu un moment de répit, je ne sais pas, il n'avait plus le tabac, sûrement que l'un il l'a emmené, il allait chercher un autre tabac. Et il se faisait détarger, tout le monde savait que je suis rentré directement. Et j'allais raconter cette histoire à un de mes grands aujourd'hui. Il n'est plus au Gabon également. Il m'a dit, mon petit, voilà, ne te fais pas du bien. Tu n'as pas comment tes choses avancent. Maintenant, tu vas aller te mettre dans les choses. La prostitution, c'est les choses, ça laisse. J'ai compris, je suis allé dormir. Et ce jour-là, j'ai dormi dans la chambre de ma mère. J'ai commencé à mal dormir, j'ai bougé dans le sommeil. J'ai tourné d'une manière que ma mère a su ce qui s'est passé. Ma mère, c'est quelqu'un qui ne dort presque jamais. Parce que 1h, ou plus tard 1h30, elle se met en prière jusqu'au lever du soleil. C'était ça son passe-temps. Donc, elle m'a réveillé. Je pense que si ma mère ne m'avait pas réveillé à ce moment-là, peut-être ce qu'il avait fait aurait pu fonctionner. Mais ma mère m'a réveillé, elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Je lui ai dit qu'il n'y a rien parce que je ne voulais pas encore recommencer à lui parler de cette histoire de chambre. J'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillé, je suis parti à l'école normalement. Mais depuis ce jour, c'est seulement cette histoire qui m'a dans la tête. Je suis en classe, c'est ça. Je suis en classe d'examen, c'est ça. Donc, mon problème, il naviguait entre les études et puis cette histoire-là, parce que ça m'a pris le cerveau. Un jour, j'ai interpellé un ami. Je lui ai raconté que, voilà, j'ai rencontré telle personne à tel endroit, voilà, parce que j'ai aussi fréquenté cet endroit-là. Il m'a dit, mon type, le gars là joue avec ton cerveau, c'est un bandit. Laisse-le. J'ai dit, ok. Depuis qu'il m'a dit ça, mon esprit s'est un peu apaisé, mais comme je suis curieux, moi j'ai une curiosité pas possible. J'ai cherché à connaître le gars là, qui est-il au même endroit, parce que forcément, les gens avec qui là, ils se connaissent forcément. J'ai interpellé une personne, je lui ai dit que, telle personne c'est qui? Il m'a dit que, telle personne, on avait fait la prison ensemble dans telle province. J'ai dit, donc c'est un prisonnier, peut-être qu'il veut m'enfermer dans ma propre tête. Il a dit, ok, dès que je suis ça, je n'ai rien dit. Un jour, la personne et moi se retrouvent encore en face. Il est venu me trouver. Il me dit, mon petit, ça fait longtemps, c'est comment, tu ne m'appelles plus comme ça, il dit, j'ai perdu ton numéro. Il m'a redonné son numéro. Quand vous êtes à face à un ennemi, la meilleure arme c'est le silence. Peu importe, le silence ridiculise l'adversaire. J'ai dit, aucun mot n'est sorti de ma bouche, on est resté là, j'ai fumé. Je n'ai même pas essayé de me faire l'habitude. Pour quelqu'un qui fume la tabac, c'est qu'on fait circuler, si on est ensemble. Mais je n'ai même pas fait circuler, je suis resté, j'ai fumé, puis c'est que j'avais pour moi. Je ne dis aucun mot. Au moment de partir, il m'a dit, réponds quand même mon numéro, j'ai repris. Je suis parti parce que j'étais en classe d'examen. Avec ce qui s'est passé, je ne voulais pas éveiller des soupçons. Ou bien, je ne voulais pas lui mettre un doute dans la tête que j'ai compris quelque chose, je suis resté tranquille. Bon, on avance. Je vois sur mon corps, les boutons commencent à me sortir sur le corps. J'ai dit, ça c'est quoi? Tout le corps m'éclate, Un jour, j'interpelle mon père, j'ai dit que, papa, voilà ce que j'ai regardé. Non, c'est pas encore arrivé là. Ma soeur a remarqué ça. Elle me dit, qu'est-ce que tu as dit? Je le crois qu'elle a. Elle me dit, mon petit, peu importe ce qui va se passer, va à l'examen. Tu dois gagner l'examen là. Elle dit, ok. J'ai forcé. J'arrive au bac. J'ai dernier des admis d'office 10-0-0. J'étais l'un des élèves les plus brillants du lycée. Mais je me retrouve avec 10-0-0 avec des notes que moi-même quand j'ai regardé sans que non, ça c'est pas moi.
Et Dieu merci, moi je suis musulman et je crois au Coran. J'ai lu le Coran du début à la fin parce qu'il y a des musulmans qui peuvent passer toute leur vie qui ne vont jamais le faire. Dieu merci, il m'a donné cette grâce, je le fais. J'ai demandé à Dieu que dorme à l'Oba. Quand il y a un de mes oncles là, un oncle flou, un jour peut-être, un autre jour, je vais raconter cette histoire-là. Quand je suis venu lui dire que j'ai eu le bac, il a d'abord attaché le visage. Il m'a dit que tu as eu la chance, tu as travaillé avec Dieu. J'ai dit, ah, donc si je ne travaillais pas avec Dieu là, donc Dieu qui savait. Quand je retourne maintenant au même endroit, parce que moi je suis têtu, il y a quelqu'un avec qui j'étais très attaché. Je lui ai demandé que, ah, tu connais telle personne? Il m'a dit, oui, ce sont mes petits, on vivait ensemble à telle province comme ça. Il dit, ah, c'est ton petit. Voilà déjà ce qu'il a voulu me faire. Toi maintenant avec qui je suis, qu'est-ce que tu me prépares? Qu'est-ce que tu veux me faire? Comment ça? Quand j'arrive, même je le vis, tu me mets un peu loin de lui. Comme par hasard, t'es-tu toujours? Un jour, j'ai rencontré le gars en question au même endroit. Il m'a dit comment il s'est passé pour le bac. J'ai dit j'ai gagné. Il m'a dit également, toi c'est ton Dieu qui t'a sauvé. Il était avec toi. Il me dit ah, donc les choses de Dieu là, faut pas vous amuser avec. On a continué bon. Un temps, mais les boutons n'étaient toujours pas partis. Un jour, je vois mon père. J'ai dit que ah papa, les boutons que vous voyez là, ça me dérange toujours. Premièrement, ce sont les boutons du mauvais œil. D'après ce que je me suis documenté, quand je suis parti à l'hôpital, le docteur m'a dit que c'est de l'eczéma et j'ai traité ça. Mais quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit que, ah, dans une blague, j'espère que c'est pas le sida que tu as. J'ai dit, le boss. Mon frère, j'ai marché dans la ville, dans Libreville, là, je ne savais plus où j'étais. Je suis allé jouer au ballon. Les autres parlent, même j'ai l'impression que c'est de moi qui parle. Le lendemain que je suis parti à l'hôpital, le docteur m'a dit que c'est l'eczéma, j'ai traité, c'est parti. Vu que pendant l'examen, j'avais quand même une occupation, c'était le bac. Après l'examen, j'étais libre. Je ne faisais rien d'autre. Donc, je ne pensais qu'à cette histoire. Ça me rendait mal. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé dans la dépression. Quand tu me regardes, tu sens que l'enfant là, ça ne va pas. Mais j'ai toujours la force d'avancer, peu importe les conditions. Dépression. Il manquait un peu. Quand tu regardes un fou, tu me regardes, il n'y a pas de différence. Juste que moi, je suis propre, je suis habillé. Mais quelqu'un pouvait me parler là. Je suis avec lui, peut-être après 30 secondes que je lui réponds. On dirait que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai insisté. Comme par hasard, l'école dans laquelle je suis fait grève. Donc je suis à la maison tout le temps. Mon frère, j'ai fait une dépression là que j'ai sombré. Il manquait un peu. J'ai sombré dans la folie. Je me suis reconcentré dans la religion. J'ai commencé à écouter le Coran tous les jours, lire, faire les lectures. C'est ce qui m'a sorti de là. À la sortie, j'ai dit, Dieu merci, aujourd'hui ça va. J'ai vu ma vie tranquillement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais toujours pas de femme. Je suis âgé de 27 ans et j'ai choisi l'abstinence. Auparavant, peut-être, avec la jeunesse et les gens que j'ai fréquentés, je me disais que c'était une mauvaise chose pour moi. Mais avec le recul, quand je regarde aujourd'hui, je suis plus tranquille et ma vie est plus stable. Bon, c'est un peu ça l'histoire que je voudrais raconter. C'est pour sensibiliser la jeunesse, mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît. Et même si vous allez avoir des rapports sexuels, ne partez pas coucher avec n'importe qui. Vous ne savez pas les choses que l'autre a, d'où il vient, vous ne connaissez pas, donc évitez certaines choses. Restez comme vous êtes. Cherchez d'abord à connaître la personne. Ne faites pas les bêtises. Voilà. Ensuite, je voudrais également dire, par exemple, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes. Moi, je suis l'opinion musulmane, donc je peux leur donner des conseils. Peu importe ce qui se passe, si vous avez des événements bizarres, allez sur YouTube. Il y a un lecteur de Coran qu'on appelle Saoud Shourim. Si par hasard quelqu'un demande DMJ, tu peux me faire un message, je vais écrire le nom, ou bien je vais t'envoyer le lien de cette personne. Il lit le Coran. Et moi, j'ai vu comment on a soigné les gens. Là, c'est une autre histoire que je vais vous raconter si Dieu le veut. Avec la lecture de ce gars-là. Avec la lecture du Coran, j'ai vu les gens, j'ai vu comment les djinns se sont manifestés, les esprits se manifestent sur le corps de quelqu'un quand on lui a fait de mauvaises choses. Donc je recommande à cette personne-là, peu importe ce qu'on vous a fait, si quelqu'un
vous attaque, que vous n'êtes pas dans des choses spirituelles, bizarres, que vous ne fréquentez pas les marabouts, les féticheurs là, et que vous êtes quelqu'un dans la religion, ça ne peut pas vous toucher. Tant que vous ne faites pas ça et vous êtes assidus à votre religion, mais si vous faites ça, ce sera un combat. Si le plus fort que toi, il te gagne. Et forcément, on ne connaît pas qui est qui. Il peut être plus fort que toi, et voilà pourquoi il y a des histoires souvent à dormir debout. Donc, c'est cette histoire que je voudrais partager avec vous. C'est pas pour me juger, voilà. Et c'est pour lui sensibiliser. On est là pour sensibiliser. Et merci beaucoup pour ce que tu fais, DMJ. Porte-toi bien, profite des tiens. Merci. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires, partagez, likez, commentez. Dites-nous d'où vous avez regardé la vidéo. Et comme ça, on va voir la portée de la communauté. Merci, on se reprend demain à 12 h pour une nouvelle vidéo. Voilà, restez connectés.